Et salut les copintres et salut la team. Salut Marco, salut Salut tout le Clément, monde. salut Keycord. Bonsoir à tous. Comment ça va bien? Bah écoute, ça va. Très Yes. très bien. En Nickel. forme? Parce que là le live, on a plein de trucs à dire. Donc j'espère que vous êtes bien en forme. Autant la team que ceux dans le chat. Parce que, évidemment, va falloir réagir. On compte sur vous. Comme d'hab. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez tous, du coup, ou pas? Parce que ou pas, bah du coup, ça veut dire qu'on doit encore s'arrêter, faire les réglages, et encore gueuler sur la régie qui fait pas son taf. Ça devient compliqué, hein? Bonjour, son clair. Son clair, voilà, parfait. Parfait. Malheureusement, oui, on vous entend. C'est vrai qu'on pourrait tenter un jour de faire un live en muet. C'est ça. Soyez bons, sinon je vais m'endormir. Bon, moi j'ai fini en fait, je m'en vais, hein. C'est ça qui était prévu. Hein. C'est ça. Salut Scarlix. Salut Scarlett. Salut tout le monde, ouais, il y a déjà pas mal de monde hein, dans le chat. Salut Pierrot, salut. J'allais dire salut entre jeux studio, le mec est un peu. Il se parle à lui-même. Donc ouais, donc je disais du coup salut Pierrot, salut Wag, Drider77, Captain Jamaica, l'aventure en figurine. C'est qui je n'ai pas dit, c'est Scarlix aussi du coup que tu avais dit Marco que je n'ai pas dit. Salut tout le monde, bah écoutez j'espère que vous êtes chaud patate, nous on a plein de trucs à vous raconter aujourd'hui. Alors je vais vous faire un petit résumé des choses qu'on va aborder dans ce live, parce qu'il y en a vraiment pas mal. On a un sujet principal qui est comment, ou en tout cas quelle faction, armée, team choisir pour commencer. D'un côté dans MCP, et ça sera présenté par Marco. Ensuite, on aura aussi pour Kill Team, et ce sera présenté par Keycord. Et pour AOS, ce sera présenté par Clément. Et sur tout ça, en fait, on va prendre plusieurs aspects, parce que dire avec quelle faction commencer, ça n'a pas de sens. Enfin, ça dépend sur quel point de vue on se place. Donc, du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue modélisme. Quels sont... à notre goût, et bien évidemment, ce sera des avis qui seront très subjectifs, mais qui pourront vous aiguiller dans vos choix. Donc... Qu'est-ce qu'on va choisir comme armée, comme faction, si on veut plutôt être du côté modélisme, donc s'éclater en peinture, tout ça. Qu'est-ce qu'on va choisir si on veut être plutôt dans l'économie, le truc qui va nous coûter pas trop cher, ou alors qu'est-ce qu'on va choisir si on veut être plutôt du côté un peu plus compète, on va dire, mais sans aller chercher forcément non plus quelque chose qui va défoncer ses copains à chaque partie, parce que c'est pas très fun. Dans tous les cas, on va aborder tout ça, mais on a aussi des news à partager avec vous avant ça. On va avoir Marco qui va nous faire une présentation du personnage de Juggernaut. On a aussi, donc sur MCP, on a aussi Keycord qui va nous parler de news sur Kill Team, notamment avec une nouvelle boîte et les décors d'Octarius. Et on a, et c'est ce par quoi on va commencer, Clément qui va nous parler de la preview du Las Vegas Open. À vous les studios. Alors, ne pas confondre avec Las Vegas Parano. En direct de Las Vegas, nous attendons depuis maintenant une semaine l'annonce. C'est ça. Nous sommes en direct. Il y a un grand décalage horaire. C'est un peu ça. Donc, ils ont annoncé donc ce week-end qu'ils auraient donc une petite session de preview comme ils ont pas mal fait pendant la période du Covid pour nous maintenir un peu éveillés. Donc pas mal d'annonces. On a ça de ce pas. Ça peut vous intéresser, on sait pas peut-être. Et voilà, un écran noir. Tac. Et là la régie va se faire des montes. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas. Mais si ça marche. Ah non, ça... Moi, je propose que ni Marco, ni Keycord, ni moi on parle. On laisse juste Clément dans la merde, tu vois, comme ça. Et alors, écoutez, il n'y a aucun souci, parce qu'en fait, tout fonctionne comme il faut. Tout était prévu. Donc, petit preview. De cette régie m'impressionnera toujours. Petite preview, alors je sais plus ce qu'il y a dans la vidéo, mais grosso modo, on voit un petit peu en dessous ce qui va être les sujets
aborder durant ce preview. Donc on va avoir du Warhammer 40 000 avec des choses qui ont déjà un petit peu fuité, du Age of Sigmar, Horus Heresy, Necromunda, un tout petit peu fuité, et Kill Team. Grosso modo, alors ce qu'on peut attendre de tout ça, bon, côté 40 000, on sait qu'il y a pas mal d'Eldar qui vont être présents. Il y a déjà l'Avatar qui a beaucoup fuité parce qu'il avait déjà pas mal tease, on avait tout sa silhouette, on savait qu'il était là, et ils ont enchaîné avec un petit leak où on a pu voir la figurine. Du coup ils ont révélé en avance, nous précisant quand même qu'il y aurait d'autres annonces pour les Eldar qui arriveraient demain. Ils avaient que celle-là, tu sais, et en fait ils sont en mode putain de merde. Ah, Michel, ouais, dessine-nous un truc dégueulasse, on s'en fout, il nous faut un autre truc, quoi. Enfin, J'ai une petite question, Clément. Yes. Tout va être dévoilé demain ou il y aura d'autres trucs Alors, ils vont pas. Non, ils vont pas. Je pense que là, t'as certaines choses qui vont sortir cette année qui vont être révélées. T'as pas tout. Okay. Mais on parle que demain, c'est pas un événement sur plusieurs jours. Non, c'est que demain. C'est demain à partir de 7h pour nous. 7h en heure française. Donc je pense que quand vous vous lèverez demain matin, il y aura déjà plein de trucs qui sont déjà passés. Donc côté AOS, ce qu'on attend, ce qu'on a vu un peu. Parce que tu parlais des Eldar, là il y a Wag qui nous dit perso je suis déçu par tous les Eldar qui ont leaké. Mais il y en a qu'un. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai pas les autres en fait. Pour moi il y avait que. Je pense qu'il parle de ceux qu'on a présentés la semaine dernière. Ah, ceux qu'ils ont déjà présentés peut-être, ouais. Ceux qui sont déjà sortis, d'accord, ok. Bah écoute, moi je me dis que. Autant, alors moi je te rejoins sur le truc, j'ai perdu l'Avatar. L'Avatar de Cain. Mais c'est parce que j'ai jamais aimé ces figurines. En fait, je trouve qu'elles elles font trop old school. Il y a un truc qui me plaît pas. Mais par contre, sur les autres Zelda, je trouve qu'il y a eu quand même un petit coup de jeune qui était assez intéressant, quoi. Ah ouais, carrément. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont montré pour l'instant. Comment ça se justifie pour acheter l'armée? Pas du tout. Pas du tout. Elle est très jolie. Si jamais on sort ce live dans un an, j'adore cette armée. C'est ça. On se méfie. Il y en a eu qui ont eu des soucis avec ça. Salut Marisa Zegers One. Donc vite fait pour dire, parce que côté Horus Heresy, Necromunda et Kill Team, j'ai aucune idée de ce qu'il y aura. Par contre côté Age of Sigmar, on attend beaucoup, donc l'annonce déjà des Battletome Idonet et Fireslayer. Et d'ailleurs concernant les Fireslayer, il y a autre chose qu'on attend, parce qu'ils ont dans les petites annonces qu'ils font, à chaque fois ils mettent des silhouettes, des trucs à la con, et à un moment donné on a vu un vaisseau Caradron, et du coup on s'attend au fameux codex qui a des rumeurs depuis des mois et des mois concernant la réunification de tous les nains au sein d'un seul Battletome. Donc peut-être qu'on aura ça demain, on verra ça. Et aussi ils ont montré dans leur dernier tease, ouais, tout plein de nains. Et du coup, l'autre chose qu'on a vu dans l'annonce d'aujourd'hui, je crois dans le petit teaser qu'ils ont mis aujourd'hui, enfin c'est pas vraiment un teaser, c'est juste une affiche si tu vois des silhouettes, on a vu en gros la silhouette de la figurine Nighthaunt qu'ils ont un peu dévoilé en début d'année, des petites parts, donc peut-être qu'on aura des nouvelles concernant le Battletome Nighthaunt, peut-être qu'il arrivera plus vite que prévu, parce que pour l'instant on l'attendait plus en fin d'année, donc on verra ça demain matin. En dire plus là sur les nains, ça m'intrigue. Les nains, grosso modo, aujourd'hui, Pour qu'on puisse en dire plus sur les nains, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que quelqu'un follow. Voilà, donc du coup... sinon, l'émission s'arrête. Qui peut se dévouer, s'il vous plaît, merci. Sinon on est coincé. On peut rien dire sur les nains. Pour revenir vite fait sur ce que Scarlix dit, je suis d'accord, je trouve que l'Avatar, j'ai vu qu'il y avait 2-3 têtes différentes, et je trouve ça cool aussi de pouvoir avoir... parce que ça passe même, du coup, ailleurs, je pense. Et ben voilà. La triche, non mais c'est Wag, il est déjà abonné. Il est déjà follower. Il aime sur ses figurines maintenant sur les. Bien joué, Wag, ça c'est de la triche comme on l'aime, on joue avec les règles. Tu disais qui corne? Ouais, je disais que là, actuellement, Games, que ce soit sur n'importe quel jeu, généralement les personnages importants, ils donnent la possibilité d'avoir plusieurs têtes ou plusieurs visages différents, justement pour personnaliser un peu. Donc. Ouais, bah là ça peut être sympa parce que je me dis que ça peut passer sur d'autres jeux. Et pour répondre du coup à ta question, Marco, il faut savoir qu'aujourd'hui dans AOS t'as des nains qui sont un peu éparpillés dans différents Battletomes. Tu en as dans les Fireslayer, tu en as dans les Caradron, et tu en as aussi dans City of Sigmar. Les Caradron Overlord. Non, dans les premiers, les Fireslayer. Ah pardon, les pyro-tueurs. Ah voilà, ouais, merci, ok. Non mais c'est parce que tu sais, j'avais pas bien entendu. Vous allez vous en manger bientôt les gars, je vous rappelle. Voilà. Les fameux pyro-tueurs. Les pyro-tueurs. Donc en gros, il y a une rumeur de. Je jure que si je dois commenter
pendant le tournoi, je dois commenter la partie de Keycord, je parle que comme ça. C'est sûr. Et alors là, nous avons un déplacement du pyro-tueur. Donc voilà, en gros, dans Trolls. En gros, on parle d'unification et du coup, tu aurais tout qui serait regroupé au sein du même Battle Tome, comme ont par exemple les Oruk. Et du coup, une façon de jouer tous les nains ensemble qui peut être assez fort, parce que les nains ont quand même, t'en as certains qui sont spécialisés corps à corps, d'autres distance et d'autres résistances, voire artillerie. C'est quoi qui a été teasé du coup? Je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui vous fait sur ça en fait? Alors, grosso modo, ce qui a été teasé, c'est qu'on sait que là en ce moment, t'as des nouvelles unités, enfin pas des nouvelles unités, si t'as une nouvelle unité Caradron, Fire Slayer qui a été annoncé dans la boîte là qu'on a vu avec les Idonet, plus des nouveaux War Scrolls pour plusieurs unités, ce qui indique qu'un Battle Tome va pas tarder grosso modo. Et en plus de ça, dans les petites annonces qu'ils font en fait là depuis dimanche, qu'ils ont annoncé le preview de demain, en fait tous les jours ils te mettent une petite affiche avec une silhouette, quelque chose un peu pour te teaser ce qu'il va y avoir dans les différents sujets. Tu pouvais voir par exemple la silhouette de l'avatar, etc. Et en fait ils ont mis à un moment donné une silhouette d'un vaisseau Caradron, alors qu'on l'attend pas du tout en ce moment. Le Battle Tome T'as l'image de ça? Je l'ai pas sous la main, mais ouais, c'est juste une silhouette en fait, et c'est un vaisseau qu'on connaît, donc en fait c'est là où on se dit bah peut-être que ça va partir sur ce fameux Battle Tome dont les rumeurs sortent depuis 8 mois. Mais je pense qu'on a bien fait le tour sur ce sujet. C'est la suite. Il existe déjà alors? Ouais, le vaisseau existe déjà. Là, c'est juste en gros, bah, tu vas avoir un nouveau Battle Tome, juste avec plein de nouvelles règles, et là, une façon de les jouer tous ensemble. C'est tout ce qu'on attend, entre guillemets, de... Ce qui pourrait augurer pas mal de trucs sympas, du coup, pour les nains qui verraient leur palette, on va dire les cartouches qu'ils ont pour faire une armée qui déboîte, largement augmenter, parce que du coup tu pourrais potentiellement, on va dire, imbriquer les différentes armées pour les synergiser les unes aux autres, et donc du coup bénéficier des bonus, et enfin surtout on va dire des points forts de chacune des armées. Yep. Okay. Ouais, alors oui, comme les orques, et du coup, bah voilà, dans les orques, t'as les gogoles comme moi qui dit bah non, moi j'ai décidé que je jouais Cruel Boys en fait, et puis t'as ceux qui veulent vraiment jouer, qui se disent bah moi je joue Big Wag, comme ça j'ai tous les bonus de tout le monde. C'est un peu ça. Donc, ouais. Ok, très bien. Donc là, il y a quand même pas mal de news potentiellement à venir demain. Donc pour ceux qui se lèvent pas trop tard, vous pourrez le suivre potentiellement en direct. Pour ceux qui sont comme moi, vous le verrez en replay. Ok, donc du coup, on passe à la suite. Et tout de suite, ce qui suit, c'est-à-dire savoir Marco, qui va nous présenter le personnage de Juggernaut pour MCP. Alors, avant que Marco se lance, on a eu une petite discussion dans l'équipe où justement on se disait que de faire des news c'est cool, mais c'était peut-être plus intéressant encore si suite à certaines news on approfondissait un petit peu plus, en gros faire des mini-analyses des nouvelles unités, des nouvelles figurines, tout ça. Et donc on inaugure ça ce soir avec justement Marco qui va nous faire une petite présentation de Juggernaut. L'idée c'est d'en savoir un peu plus sur les personnages et pas juste de dire coucou il y a Juggernaut qui est sorti et voilà c'est tout. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous trouvez les petites analyses comme ça intéressantes. L'idée c'est qu'elles soient pas non plus hyper longues, on peut pas passer 1 heure sur chaque truc, sinon faudrait qu'on fasse des lives tous les jours concrètement. Mais là du coup n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, dans le chat, si ça vous semble pertinent comme format. Marco, à toi la parole. Alors je propose déjà que tu puisses mettre la figurine de Juggernaut, voilà, pour que les gens puissent savoir à quoi va ressembler la figurine, même si je pense que pas mal de gens le savent. Du coup, donc Juggernaut, on va faire un petit peu sa petite histoire très rapidement avant de commencer. Donc, en fait, il fait partie de l'univers de X-Men. C'est un méchant. Et en fait, c'était le frère de Charles Xavier. Je sais pas si vous le saviez, vous. Je savais pas du tout. Ok. Voilà. Et donc, du coup, c'est son petit frère, il me semble. Et en fait, il en avait marre que Charles il puisse aller dans son esprit. Donc, du coup, il s'est fait un gros casque avec la matière. Enfin, c'est du gros métal épais, quoi. Et du coup, ça empêche Charles de pouvoir pénétrer son esprit. Et il me semble qu'il a trouvé. En fait, c'est pas un mutant. Et il a trouvé en fait une pierre qui lui donne toute cette force-là. Voilà. Mais je ne suis pas sûr à 100% de tout ce que je viens de vous dire, donc si j'ai fait des erreurs, soyez indulgents. Mais il me semble que c'est ça. Voilà. Et donc je propose qu'on passe à sa carte de personnage que je vais vous expliquer en direct.
peux mettre les deux faces, enfin si tu peux mettre les deux faces l'une à côté de l'autre. Non, je ne peux pas là comme ça. C'est pas grave. Donc, du coup, là, on est sur sa face qui est tout neuf, hein, en bonne santé. Donc là, on a un personnage qui a... Ah, merci, je vois beaucoup mieux. C'est plus facile pour moi. On a un personnage donc, qui a 8 points de vie, il se déplace à S. Donc là, la particularité, c'est qu'il a les plus gros socles qu'on retrouve dans le jeu Marvel Crisis Protocol. Donc c'est des socles, c'est le même socle que Hulk, MODOK, Ghost Rider... Venom, c'est les... plus gros que Venom encore. Il est plus gros que Venom, ouais. Ok. Venom, c'est le moyen. Du coup, Ok. après, il y a le Venom, très gros. Ok. Voilà. Mais tu l'as, Hulk, toi? Ouais. Bah, si tu veux montrer le socle, c'est là, c'est le même que la botte de Hulk. Donc là, après, on a sa taille. Donc en taille, il fait taille 4. Donc c'est un des plus gros personnages du jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouvelles cartes qu'ils ont sorties, les mises à jour des profils, du coup, il y a moins de personnages qui permettent de repousser les personnages de taille 4. Donc il sera toujours bien en place. Il fait 5 points de menace et il a 4 en défense physique, 3 en défense énergétique et 5 en défense mystique. Donc là, on a sa première attaque qui a à portée 2, 5D et qui coûte pas de pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Et derrière, on a donc un repoussé, c'est ce qui va nous permettre de tout simplement enlever un mec d'un objectif. Donc là, voilà, vous voyez la taille des socles. Non, parce que je suis pas à l'écran, en fait, faut juste que Clément me repasse. Si t'es à l'écran, pardon, autant pour moi. Donc là, en fait, on a le petit, le normal qui est ici, le standard, puis on a le moyen, puis là, du coup, au milieu, il y a le plus gros. Juste, voilà. vous l'ayez en Donc tête. un déplacement de S en gros socle, ça donne peut-être un déplacement moyen en socle normal. Donc c'est plutôt cool. Alors, il me dit, ah voilà une vraie raison, sinon le beau-frère, maman Xavier a couché avec papa Quin. Ok. Donc voilà, il donne plus d'indications, c'est son demi-frère peut-être. Alors, voilà. Donc il a push et donc ça renvoie les personnages de taille S, enfin d'une distance de S. Donc ce qui est plutôt bien parce que du coup on va voir qu'il peut faire pas mal de trucs. Et notamment éloigner les gens, c'est plutôt bien pour lui. Après il a une attaque qui s'appelle I'm the Juggernaut. Donc du coup c'est portée 2, 7D. Donc, et ça coûte 4 pouvoirs. Donc c'est pas trop cher par rapport à combien il peut se faire de pouvoirs. Et donc, du coup, s'il obtient un effet dans son jet de dés, il peut, pendant l'activation, utiliser direct le super pouvoir qu'il a juste en dessous, Nothing Stops the Juggernaut, sauf qu'il n'en paye pas le coup. Donc là, comme vous avez vu, c'est une attaque qui coûte 4, et donc s'il a un effet, il a un truc qui coûte 3 gratos. Donc c'est plutôt pas mal. Et le super pouvoir en question, c'est ce caractère est repoussé de S. Et s'il est repoussé de S, du coup, quand il rentre en contact avec un décor de taille 3 ou moins, où le terrain est détruit directement, et après, il continue quand même à être poussé. Ça veut dire que normalement, dans les règles, si tu touches un décor, tu dois t'arrêter sur le décor. Bah lui, dès qu'il va toucher, il va le traverser, il va le détruire au passage. Donc quand vous jouez... Une tartine tellement violente que le mec il passe au travers du mur, quoi. Non, là, c'est pas vraiment le mec en question, là, il parle vraiment des décors. Donc, imaginons, tu joues contre un personnage, et c'est là où ça devient stratégique, qui peut envoyer des décors, et tu sais, le fait qu'il y en ait beaucoup à côté de toi, ça peut être dangereux, et ben lui, tu peux en gros, il va faire une charge, quoi, plus ou moins, si je compare à Warhammer, et tout ce qui va être dans sa ligne de charge, et notamment les décors, bah, tu vas les détruire, alors qu'avant, tu t'arrêtes. Donc, un mec qui serait caché derrière un décor, t'arriverais quand même à le choper avec Juggernaut. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est plutôt bien foutu parce que ça représente bien le personnage qui casse les murs avec sa tête. Ouais, de ouf, c'est vraiment bien fluff. Et donc là, après, il y a écrit que si par contre il rentre en contact avec un ou plusieurs autres caractères, le premier qui a été rentré en contact avec lui perd 1 point de vie. Et du coup, ça le stoppe dans sa course. Et quelqu'un qui a été endommagé par ce super pouvoir ne peut pas être endommagé une autre fois dans ce tour-là. Et il obtient par contre la condition spéciale Stagger. Donc la condition spéciale Stagger, c'est étourdi. Alors je sais plus le mot en français qu'on avait choisi, c'était pas étourdi, mais c'était l'autre, mais j'arrive pas, ça me revient pas. En gros, c'est stun. Voilà, c'est en gros, tu es obligé d'utiliser une action pour te ressaisir si tu veux jouer ta deuxième action. Okay. Donc en gros, au lieu d'avoir 2 actions, t'en perds une.
Donc c'est plutôt pas mal. Après, on a Nice Punch. Donc il y a écrit que si ce personnage devait souffrir d'une blessure, il peut réduire de 1 la blessure en dépensant un pouvoir. Donc sachant qu'il a 8 de pouvoir, tu lui gardes souvent un pouvoir de réserve, voire plus d'ailleurs. Et à chaque fois que tu vas l'attaquer, hop, tu vas réduire. Et tu peux, si le mec il te fait qu'un point de vie, bah pas prendre de dégâts, quoi. Et pour déjà descendre 8 points de vie, il faut y aller quand même. Okay. Après, on a Helmet, donc du coup le casque que je vous ai parlé sur son fluff d'avant, et qui lui donne en fait la possibilité de ne pas souffrir des replacements de personnages, que ce soit de manière par un super pouvoir ou par une attaque psychique. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ça veut dire que lui, quand vous le mettez à un endroit, il est ancré. C'est-à-dire que au début, je vous ai dit qu'il était taille 4, donc il y a rarement des attaques qui vont le faire bouger. Et en plus, derrière, si vraiment quelqu'un a un super pouvoir pour le faire bouger, il ne pourra pas l'utiliser contre lui. Et ça ne te coûte rien. Donc ça, c'est top. Et après, on a un petit truc qui est vraiment sympa avec lui, c'est que si tu l'as déplacé durant ce tour-là, du coup, il gagne 2 pouvoirs supplémentaires. Et donc, comme on voit que ces attaques, ça coûte 3, 4, enfin, je veux dire, avec 3 pouvoirs, déjà, on peut faire pas mal de trucs avec lui. Donc, en gros, tu peux le déplacer, une fois, et en plus, gagner des pouvoirs. Et le petit bonus supplémentaire, c'est que quand tu as fait ça, eh ben, il a 3D en plus sur toutes ses attaques. Donc, au lieu de faire 2 attaques avec 5D, bah, tu peux te déplacer, et en plus, faire une attaque à 8D, quoi. D'accord. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et sur sa deuxième attaque, ça lui donne une attaque à 10D. À 10D, donc pour faire un effet, à mon avis, il y a de fortes chances que tu y arrives. Ok. Donc voilà, moi je trouve que le personnage, il est super. On va regarder. Est-ce que tu trouves qu'il a un petit défaut quand même? Est-ce que je trouve qu'il a un défaut? Oui. Bah, son défaut, c'est déjà qu'il coûte 5. Donc c'est dur de sortir beaucoup de personnages à 5. Après, honnêtement, moi je trouve qu'il est un peu lent. Le fait qu'il se déplace à S. Mais avec les cartes que je vais vous montrer après, ça peut ne pas être un problème. Et après, je trouve qu'il est marrant. Je n'ai pas tout à fait compris la règle de si ce caractère entre en contact avec un ou plusieurs autres caractères, le premier touché souffre de 1 et après il se stoppe. En fait, je ne comprends pas le fait de préciser plusieurs s'il t'est stoppé directement par le premier. Donc il faudra que j'aille voir sur la FAQ ou sur le forum avec Negroldar, voir ce que ça donne. Oui, parce qu'en gros, si tu en rencontres plusieurs, ça veut dire qu'ils étaient entre guillemets équidistants et que quand tu tapes dans les deux en même temps. Mais du coup, ouais, mais en gros, ça arrive quasiment jamais, donc je vois pas pourquoi ils l'ont précisé. Et peut-être aussi par rapport à la réglette, tu sais, de déplacement, peut-être que si tu touches plusieurs persos, il te dit qu'à ce moment-là, il s'arrête au premier, quoi. C'est peut-être ça, je sais pas. Bah oui, mais du coup, ça, c'est la règle normale, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas, à creuser, mais non. Mais c'est laquelle de règle? De quoi? C'est la première. Nothing stops the Juggernaut. Ok. Il y a écrit en fait à la fin, donc en fait quand c'est un décor tu t'arrêtes pas, tu le détruis. Par contre quand c'est un personnage, il y a écrit que que un ou plusieurs personnages, le premier qui a été touché souffre de 1 et après ce caractère, donc Juggernaut, stop as normal, donc il s'arrête comme dans la règle normale. Mais je comprends pas pourquoi ils mettent un ou plusieurs. Alors, oui, parce que je pense que c'est juste pour pas faire ce que disait Guillaume, c'est-à-dire que si jamais t'avais 2 socles qui étaient à équidistance, ouais. Bah en fait là du coup t'aurais pu ne pas t'arrêter. Parce que la règle te disait que si t'en croisais un, mais si t'en croises 2, bah t'avais pas de règle. Et là ils te disent en gros qu'il y en a un qui prend une blessure et basta. En vrai, en ayant joué pas mal de fois, je suis jamais tombé sur le cas, tu vois. Ouais, mais en fait c'est pour éviter les trucs de merde, je pense. Ouais. Merci en tout cas pour le fond. Je te laisse tourner sur sa face blessée, parce qu'il me semble qu'il y a un truc qui change. Tac, c'est fait. Donc là, on voit sur sa face blessée. D'ailleurs, il s'appelle Marco, j'avais pas fait attention. Auto-include. Comment? J'ai dit hop, auto-include dans tes teams. Non, pas forcément. Je pense que j'essaierai de le jouer parce qu'il a l'air assez amusant à jouer, mais je vais pas forcément le jouer. Mais là, on voit qu'il y a un truc qui est intéressant qui arrive quand il est blessé. Donc là, il a 8 points de vie encore, donc ça fait un personnage à 16 points de vie qui peut quand même réduire à chaque fois de 1 ses dégâts. Donc pour le tomber, il va falloir lui en mettre des claques.
Et après, on a derrière, donc, on voit qu'il a Avatar of Sitorak. Et ça coûte 3. Et ça veut dire qu'on peut prendre un terrain ou un ennemi de taille 3 et l'envoyer direct, de taille 3 à d'une distance de 2. Et on l'envoie d'une distance de M. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il va pouvoir faire une attaque et en plus, s'il cumule ses attaques, il peut faire 2 attaques et un objet. Ça commence à faire beaucoup pour niquer des mecs. Donc voilà, après on voit qu'il garde Nothing but the Juggernaut et après on a il garde toutes les mêmes règles, il y a juste cette petite compétence qui arrive en supplémentaire. D'accord. Donc Voilà. globalement, si tu devais résumer un petit peu le profil de ce personnage. Et ben c'est un tank quoi, c'est un gros gars et quand il va se mettre à un endroit, il va camper ses positions quoi. Et c'est ça qui est l'intérêt. Je pense que c'est un personnage pour garder un objectif, sécuriser un objectif, il va être bien positionné. Maintenant Du coup, donc en plus de garder un objectif, au moment où il arrive, si par exemple l'objectif est déjà contrôlé, il a cette capacité de push qui peut être qui peut être intéressante pour dégager du monde, si j'ai bien compris. voilà, il peut dégager du monde avec sa première attaque. Et puis, mine de rien, une première attaque, si on s'est déplacé, la première attaque, elle fait quand même 8D. Hein. Et une attaque de base qui coûte 0, qui fait 8D, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Alors ça fait mal, hein. 8D, en général, tu le sens passer. Hein. Bah, ça dépend. Soit ça peut être un gros jet de merde, soit ça peut effectivement être un gros jet qui fait mal. Et dans le jeu, même une attaque à 4D, elle peut faire super mal si tu as vraiment de la chance sur les dés. Quoi. Ouais. En gros, il n'y a pas de différence de dés quand tu jettes toujours les mêmes dés dans MCP. Ouais, c'est des dés à 8 faces, et pour résumer, donc il y a 2 phases de touche, une phase d'effet, une phase de crâne, une phase de critique qui te permet de relancer des dés supplémentaires, et 2 phases de blanc. Ouais. Et donc du coup, la touche, en gros, une touche, normalement c'est une chance sur 4. Ouais, ok. Donc tu as une chance sur 4, donc non, pardon, 8D. C'est une chance sur 2. Tu as 4 faces sur 8, donc une chance sur 2 de toucher. Ah, t'as une chance sur 2 de toucher, donc ça veut dire que là, avec 8 jets de dés, en gros, tu fais potentiellement 4 touches. Voilà, sauf si t'as des critiques dedans, parce que sur 8D, t'as plus de potentiel de faire un critique dedans. Ouais. Donc tu peux même faire plus de touches au final. Oui, ok, d'accord. Et en fait, alors, parce que moi, vous le savez, hein, MCP, je connais de loin, j'ai peint les figurines, mais je n'ai jamais joué au jeu, donc je connais pas du tout l'univers et notamment les règles. En moyenne, un personnage va avoir combien de... Parce que là tu dis qu'il a 8 points de vie, puis ensuite, sur sa phase blessée, il en a 8 à nouveau. Donc au global, on considère qu'il a 16 points de vie au total, c'est bien ça? Voilà, en fait, dans le jeu, quand tu mets premièrement, en fait, quand tu es sur ta face en bonne santé, et qu'on va t'éliminer, donc on va t'enlever tes 8 premiers points de vie. À la fin du tour où on t'a enlevé, tu vas enlever tous les dégâts que tu avais sur lui et tu vas retourner sa carte et il va jouer en mode blessé. La différence, c'est que là, tu as vu, il a une compétence en plus quand il est en mode blessé. Et après, en fait, dans le jeu, être en bonne santé ou être blessé, ça va... Quand tu es en bonne santé, tu vas pouvoir en fait avoir la priorité pour la contestation des objectifs, mais quand tu es en état blessé, du coup tu comptes pas de la même manière pour choper les objectifs. Donc en gros, pour te la faire courte, si vous êtes 4 autour d'un objectif, qu'il y a un mec en bonne santé et les 3 autres sont en mauvaise santé, du coup c'est que le mec en bonne santé qui aura l'objectif, il gagne automatiquement. Voilà. Et donc du coup on voit là sur cette face-là de Juggernaut que quand on est blessé, parfois on a aussi des effets, des attaques qui sont différentes. Du coup si on prend par exemple une figurine en moyenne, enfin un peu tu vois un coût moyen, combien il y a de points de vie sur une figurine en moyenne? En fait, en moyenne, un personnage, pour moi le personnage moyen c'est celui qui va coûter 3 en menace de pouvoir. Ouais. Et bien souvent ça va faire... Ah oui, et là j'ai juste oublié, je le vois. Attention, parce que sur la phase blessée, il perd son casque. Vous le voyez là sur la photo. Et vous voyez que la défense mystique, elle est passée de 5 à 2. Donc du coup, c'est aussi un de ses points faibles, c'est qu'il va être beaucoup plus fragile une fois que tu l'auras descendu sur sa première phase. Mais il pourra envoyer des objets. Voilà, c'est l'avantage. Donc du coup, une figurine moyenne a combien de points de vie? Une figurine moyenne, c'est entre 5 et 6 points de vie. La plupart du temps, c'est 5, je dirais. Ouais, donc, sachant que lui, il fait 8 attaques, donc on sent qu'il rigole pas. Tu peux le one-shot, hein.
Voilà. Un mec à 8D peut one-shot. Après, l'autre, il a aussi sa défense dessus. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais en gros, voilà, c'était juste pour recontextualiser tout ça, pour repréciser un petit peu le profil, parce que, bah voilà, vu qu'on parle de pas mal de jeux dans l'émission, je pense que c'est important de repréciser un petit peu ce genre de point de règle pour que ceux qui ne connaissent pas puissent comprendre un petit peu de quoi on parle. Là, en l'occurrence, un Juggernaut, c'est un mec qui va être assez tanky, qui va pouvoir venir contester facilement des objectifs, qui va pouvoir pousser des gens qui sont sur les objectifs, et en même temps, il va leur mettre une attaque avec une grosse claque qui, par rapport à un personnage moyen, peut lui descendre, on va dire, de la moitié jusqu'à tous ses points de vie en une fois. En gros, si je résume. C'est ça. Et moi, je pense qu'il va être plus fun à jouer que fort. Je pense qu'en personnage à 5, après, j'ai pas encore testé tout, mais je pense qu'il y a des personnages qui peuvent être plus intéressants en personnage à 5. Maintenant, moi, je trouve qu'il est cool. À condition de faire des bons jeux de dés, quoi. C'est sûr. Après, jouer en confrérie, ça peut être sympa de le sortir. Donc, avoir aussi ses affiliations. Pour le moment, on les connaît pas. On les connaît pas, ou je sais pas vérifier si c'est sorti depuis, mais je sais qu'en confrérie il sera, mais après le reste, je sais pas. Est-ce que tu peux mettre les cartes? Parce que je vais vite accélérer sur les cartes. Alors, mets-moi celle où il y a Juggernaut dessus. Non, justement, celle-là, ce sera la dernière. Celle-là? Voilà, si on peut mettre les deux, l'une à côté de l'autre. Ouais, j'aurais dû te le préciser avant. Ouais. Donc, du coup, c'est Do You Know Who I Am? Désolé pour mon anglais qui veut pas venir ce soir. Il est resté à la porte. Et donc, en fait, c'est une phrase apparemment qu'ils disent souvent dans les comics. Donc, ils ont repris cette phrase-là. Et en gros, là, ça fait que c'est plus intéressant parce que il peut envoyer un terrain de taille 4. Et les terrains de taille 4, ça commence à faire beaucoup. Donc, en gros, en prenant cette carte, ça lui donne en fait la faculté de faire une compétence supplémentaire qu'il n'avait pas. Donc, moi, je trouve que la carte, elle est très très bien. Et probablement, si je joue Juggernaut, je le prendrai cette carte, quoi qu'il arrive. Parce que, mine de rien, 3 pouvoirs sur un truc de taille 4, avec un mec qui aurait fait une attaque à 8D, comme on a vu, ça finit le gars, c'est sûr. Donc, plutôt bien. Et un lancer à L, c'est énorme. Hein. Un lancer à L, c'est super long au final. C'est la réglette qui va la plus loin, de toute façon, en termes de déplacement. De déplacement, pardon. Oui. En termes de tir, c'est la réglette de 5 ans. Elle va beaucoup plus loin que le L. Non, je trouve ça cool. Et en gros, pour t'imager, Guillaume, toi qui joues pas au jeu, en fait, les décors ont une taille et chaque taille fait des dégâts. Et en gros, là, quand tu envoies un décor de taille 4, c'est comme si tu avais fait 5 touches directes. Ça veut dire que, tu vois, quand on dit on tire 8D, il a une chance sur 2 de toucher, il fait 4 touches. Et là, c'est comme si tu lui mettais 5 touches et l'autre, il doit esquiver 5 touches. Ah, d'accord, oui, c'est des touches. Ok, d'accord, c'est des BM. C'est des BM, voilà, pour t'imager. J'aime bien ça. Et tu vois la bagnole là, ouais, je t'ai foutu les 4 nœuds dans la tête et puis je t'ai foutu dans le. C'est même plus gros parce que c'est taille 4. Et taille 4, c'est un camion. C'est un camion. Ah oui, toujours plus. Après, ça dépend les décors que vous mettez, mais en officiel, il y a le camion. Après, je crois pas qu'il y en ait d'autres en taille 4 en officiel. D'accord. Mais bon, c'est un gros truc, quoi. Clair. Donc voilà, après, la prochaine qu'il a, qui est plutôt sympa, ça lui permet de se déplacer de mémoire, il me semble. C'est quoi, c'est stratégie ou c'en est une autre? Non, l'autre. Ça? Voilà, Making Ruckus. Et donc, du coup, on voit quand un autre allié ami à 3 de Juggernaut est ciblé par une attaque, Juggernaut peut dépenser 3. Alors, je vous rappelle, dans son truc, si vous vous en rappelez, s'il s'est déplacé dans le tour, il a gagné 3 pouvoirs. Donc, en gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, son problème, c'est qu'il ne se déplace pas beaucoup. C'est ce que je vous ai dit, c'est le gros sujet. Et là, grâce à cette carte, les 3, tu peux les avoir si tu t'es déplacé. Donc, il y va petit à petit. Et si tu le mets à 3 d'un mec qui se peut prendre une attaque, qui serait une attaque où Juggernaut pourrait rentrer en contact après derrière, tu vas dépenser 3. Et donc, du coup, ça va te faire un déplacement de S et une attaque de base. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ok. Donc là, voilà, c'est un petit truc qui lui permet de bouger davantage et au passage d'aller filer une petite calotte derrière la nuque parce que ça fait toujours plaisir. Et là, si tu peux remettre la carte de personnage, je veux juste préciser un truc. Parce que ça, c'est réactif, donc ça joue pas forcément pendant le tour. Enfin, ça joue pas pendant le tour de Juggernaut. Et là, on voit que c'est pendant l'activation de Juggernaut qu'il a 3D.
Donc ça veut dire que ça, tu vas l'utiliser hors activation. Donc tu n'auras que 5 dés sur l'attaque. Je pense que si c'était pas précisé ça, et que tu aurais pu, parce qu'il vient de se déplacer du coup, tu aurais pu avoir les 8 dés, elle aurait été vraiment pété la carte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc des garde-fous bien pensés qui permettent de pas avoir non plus un personnage qui est cheaté. Ok. C'est ça. Et donc là, je te propose d'amener à la dernière carte de tactique qu'on retrouve dans ce pack-là. Et en fait, c'est Versatile Stratégie. Donc je trouve qu'en fait, l'image, elle est super bien représentative parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent que Cyclope, son pouvoir de commandement, c'est de la merde et que le pouvoir de commandement de Tornade est 1000 fois mieux. Mais je pense que le pouvoir de Cyclope, il peut être intéressant une fois dans la partie, tu vois. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette carte, tu vas pouvoir dire, ça te coûte rien. Donc tu vas l'inclure dans ta composition et tu vas pouvoir dire à un moment donné de la partie, eh ben en fait, c'est plus lui mon commandant, mais mon commandant, ce sera lui. Ça peut avoir 2 avantages. Le premier avantage, c'est si ton commandant il est proche de se faire niquer, et du coup s'il se fait niquer, bah, tu peux plus jouer sa capacité de commandement. Donc pouvoir refiler le lead à un autre personnage de ton équipe, bah, ça te fait profiter quand même de ton affiliation. Donc ça c'est plutôt cool. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait tu vas toujours mettre le doute sur ton adversaire, à savoir ouais mais mon gars, s'il a cette carte, parce que dans ce jeu-là, tu connais les cartes que ton adversaire possède pour la partie. Je sais pas si tu le savais, Guillaume, mais en gros, tu joues avec une main ouverte. Donc, ton adversaire sait. Donc, il sait, par exemple, là, quand je joue Juggernaut, il sait que si il va attaquer un mec qui est à distance 3, je peux utiliser la carte pour aller niquer, tu vois. Donc, du coup, ce jeu est aussi psychologique sur les cartes que tu as en main. Et là, ton adversaire, bah, il sait que tu peux jouer 2 pouvoirs potentiellement. Et en fait, sur certaines situations, ça peut être très chiant. Donc, cette carte, elle n'est pas forcément nécessaire pour Juggernaut, parce que Juggernaut, il n'a pas de pouvoir de commandement. Mais cette carte, elle est bien. Et moi, j'ai réfléchi à 2-3 personnages où ça pourrait être bien, notamment en Cabal, où en fait en Cabal t'as Sin et comment il s'appelle, Red Skull. Donc tu peux très bien commencer avec Red Skull en te faisant un bloc. Enfin, Red Skull, c'est dès que tu tapes un gars et que tu dois gagner un pouvoir, t'en gagnes un de plus. Donc en fait, c'est un générateur de pouvoir. Et ça, c'est vachement bien au début quand tu commences à taper et tout et de faire des pouvoirs. Et Sin, elle est bien parce que quand tu revendiques les objectifs, du coup, ça te fait des bonus à la fin de la revendication des objectifs. Donc tu peux très bien commencer avec Red Skull, accumuler des pouvoirs et passer avec Sin à un moment donné, tu vois. Et donc ça c'est vraiment cool. Et du coup, une autre affiliation qui était sympa, c'est les Avengers. Tu peux commencer avec Captain America pour avoir des réductions sur les super pouvoirs que tu feras en début de partie, et après partir à Sam, donc l'autre Captain America. Et donc du coup, dès que tes gars ils commencent à se faire tuer, de bénéficier de la capacité de commandement de Sam Captain America, quoi. Okay. Donc voilà. Et je pense que cette carte, elle nous annonce que il y a bloc. Arrêtez de dire des bêtises dans le chat parce que ça me permet pas de me concentrer, tu vois. Tu vas aller voir le fond de Marco, quoi. Non, il n'est pas rentré voir mon fond à moi. Par contre, je pense qu'il parle de mon fond d'écran. Donc, du coup, par rapport à ça nous annonce que potentiellement, il va avoir de plus en plus de personnages, de commandants dans toutes les factions. Là, il y a des factions où il n'y a qu'un seul commandant, mais je pense qu'on va avoir arrivé un commandant, 2 commandants, 3 commandants, selon les différentes affiliations. Voilà. Ok, cool. Bon, bah, ça permet d'avoir un tour intéressant du personnage. Donc n'hésitez pas, encore une fois, hein, c'est la première fois qu'on fait ce format, les gars. Dans le chat, dites-nous si ça vous semble pertinent, intéressant. Si le format vous intéresse, mais qu'il y a des choses à revoir, tout ça, n'hésitez pas à nous le dire. On prend vraiment tous les commentaires parce que c'est quelque chose qu'on va répéter et qu'on aimerait perfectionner. Que ce soit là Marco pour MCP, mais aussi tout le monde pour chacun son jeu de prédilection. Donc vraiment faites-nous les retours parce que c'est hyper important pour nous d'avoir des infos de votre part, savoir si ça vous convient et si oui, pourquoi, sinon pourquoi est-ce qu'il faut qu'on change. Donc merci par avance de nous dire tout ça. En tout cas, je précise que si ça donne envie aux gens de se mettre à Marvel Crisis Protocol, je trouve ça cool. Scarlix, en tout cas, il a l'air d'être content de cette carte parce qu'il dit je vous laisse lire le commentaire. Ouais, j'ai lu. Après, c'est aussi moi qui ai employé ces mots-là, donc il a fait que répéter.
Alors, du coup, là, maintenant, on va passer à Keycord. Keycord qui va nous parler de Kill Team. Et ouais, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, donc ça revient. Alors, il y a eu plein de choses. Alors, on a montré tout à l'heure. Alors, je fais juste un petit aparté par rapport aux news que tu as présenté tout à l'heure, Clément. A priori, la news Kill Team, c'est normalement l'annonce de la nouvelle boîte où il y aura les 2 factions et des décors, logiquement. Donc, on ne sait pas encore quelles sont les factions. Maintenant, beaucoup de gens pensent que ça sera Tyrannide et Garde Impériale. Voilà. Mais à voir. Ce n'est que des suppositions. Voilà. On verra ça demain. Voilà, on verra ça demain, comme tu dis. Voilà. Maintenant, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, et la news qui nous concerne, c'est donc arrivé dans vos boutiques là, cette semaine, c'est la sortie, justement, on parlait de la boîte Octarius. Et ben la boîte Octarius a été, depuis le temps, ils l'avaient annoncé, et donc maintenant c'est fait. Ils ont sorti les 2 kill teams qu'il y avait dans la boîte Octarius, ils l'ont sorti en boîte individuelle, et de même que les décors. Voilà, donc vous pouvez, donc si vous jouez à kill team, mais aussi si vous jouez à 40 000, si vous voulez avoir une bonne squad de vétérans de la garde impériale, vous avez la Decrease of Corps et les commandos à côté, les commandos orques, qui sont aussi de très belles figurines. Pourquoi c'est intéressant à plus d'un titre? Parce que même en termes de tarifs, c'est plutôt pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, les vétérans, vous l'avez à une quarantaine d'euros. Les commandos, ils sont un tout petit peu plus chers, ils sont à 43, 44, je crois, de mémoire. Dans vos boutiques préférées. Les décors que vous aviez dans Octarius, alors c'est pas tout à fait les mêmes, mais vous l'avez autour de 80 € à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Donc il y a un peu moins de choses, mais c'est une bonne façon aussi de se rajouter des décors si vous voulez en obtenir. Et par contre, là, les règles pour utiliser ces armées-là, vous êtes quand même encore obligé de prendre les règles Octarius, de les prendre à part dans un livret à part. Voilà, c'est le petit bémol qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est pas inclus d'office dans les boîtes d'armées, entre guillemets. Parce que là, du coup, donc Keycord, on avait la boîte. Donc là, en fait, ils ont splitté tout ce que contenait la boîte Octarius de base. Pour rappel, la boîte Octarius, elle coûtait combien? Tu l'as en tête? 160 € de mémoire, quelque chose comme 160 ça. 160 €. Moins cher que ça. Oui, au prix game, c'était 160. Après. Ok, donc prix annoncé 160. Et là, du coup, les prix annoncés sont de combien ici? Si tu prends tout, ça fait combien? Ça doit faire à peu près la même chose, mais au moins tu choisis ce que tu veux prendre. C'est ça l'intérêt. D'accord, donc au final, tu fais pas d'économie substantielle en prenant toute la boîte versus prendre les trucs séparément. La seule différence finalement, c'est que tu vas pas avoir le bouquin de règles. Exactement, tu n'auras pas le bouquin de règles, mais par contre, tu prendras vraiment ce que tu as envie de prendre. C'est-à-dire là, on parlait tout à l'heure d'expliquer quoi prendre pour commencer une kill team. Ça peut être un bon moyen aussi de commencer, mais après, je vais vous expliquer après pourquoi après. Moi, je peux te dire quelque chose? Vas-y. Ouais. Je pense que les mecs, ils vont surtout être contents de pouvoir acheter de la Krieg, enfin eux là, à pas cher. Parce que ça, apparemment, c'est des filles qui coûtent très très cher et qui étaient que dispo sur Forge World. Et donc là, ils seront dispo sur Game Workshop le classique. Et elles vont coûter combien? C'est 40 ou 50 balles? Alors, les Krieg, ils sont à une quarantaine d'euros et 44, 45 pour les orques. Donc 40 €, moi, j'ai entendu dire, j'ai ouï dire, qu'il y avait plein de mecs qui allaient acheter plein de boîtes de ça pour les convertir eux-mêmes dans le pack. Tu peux déjà convertir pas mal. Et que ça te coûte largement moins cher que de passer par Forge World, quoi. Bah, de toute façon, oui, tu mets Forge World dans la phrase, a priori, ça te coûte moins cher que de toute façon Forge World, c'est sûr. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que Octarius a fait la boîte, Octarius a fait un petit moment que c'est sorti et que ça avait été annoncé d'entrée quand Kill Team est arrivé, quand ils ont démarré avec Octarius. Ils avaient annoncé qu'ils les mettraient à dispo peu de temps après la boîte. Donc là, ça a mis plus de temps que prévu. Bon là, après le Covid est peut-être passé par là, voilà, bon après, il y a peut-être d'autres raisons. Mais donc là, enfin, c'est arrivé et donc enfin, c'est disponible. Et on parlait d'aller un peu plus loin que les news, mon cher Guillaume. Alors, il faut savoir qu'actuellement, dans le parti de tournoi compétitif, il faut savoir que les commandos sont en top tiers actuellement des factions jouées. D'accord. Et que les Krieg ne sont pas beaucoup joués, mais pareil, sont un petit peu en dessous, mais elles restent, ça peut être très fort. Okay. Donc voilà. Très bien, ok. Donc ça sera liaison avec le sujet juste après, justement, pour Kill Team. Mais voilà, en termes de news, voilà. Et puis après, comme pour terminer, on attend tous maintenant l'annonce de la nouvelle boîte qui devrait arriver cette nuit. Voilà.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc demain matin, pour ceux qui attendent avec impatience des news sur Kill Team, bah, vous savez que demain matin, le rendez-vous il est à 7h. Mettez votre réveil, que ça juste, on se réveille, on met l'oreillette, et puis on se rendort avec l'oreillette comme ça, juste en attendant que le sujet Kill Team il arrive. Voilà, en sachant que voilà, il a été annoncé au départ quand on avait présenté Octarius, je sais pas si vous vous souvenez, on avait montré qu'il y avait un planning de sortie Kill Team, et tous les 3 mois il devait y avoir une boîte, et donc Shalna étant sorti déjà il y a plus de 2 mois maintenant, voilà, c'est pas voilà, on attendait cette boîte depuis un petit moment. Et on aurait dû logiquement avoir des leaks ou des infos un petit peu avant, mais bon là il se trouve que ce sera Las Vegas qui permettra ça. Ok, très bien. Salut Lucifer Miniature Studio. Voilà, et en sachant que les 2 kill teams, donc encore une fois, sont de très bonnes kill teams. Après, Okay. je l'aborderai dans le sujet tout à l'heure, mais c'est pas forcément les meilleures kill teams pour démarrer. Elles sont très compétitives, elles sont très belles, mais c'est pas forcément les meilleures pour démarrer, pour plein de raisons, mais on en parlera tout après, juste après. Ok. Bah juste après, ça va être dans vraiment pas longtemps, c'est-à-dire à peu près maintenant, puisque là du coup tu vas enchaîner sur un sujet double, à savoir l'évolution de Kill Team depuis le début du jeu. Tu voulais nous parler un petit peu de ça, donner ton ressenti par rapport à toi, ta vision, et dans ce sujet, tu nous présenteras à la fin, pour faire le lien avec la deuxième partie de l'émission, quels sont les teams que tu pourrais recommander pour commencer le jeu, encore une fois d'un point de vue économique, d'un point de vue modélisme et d'un point de vue compétitif. Alors, pour Kill Team, comme on en parle depuis tout à l'heure, la boîte Octarius, donc Kill Team V2, donc 2021, a démarré avec la boîte Octarius, et est arrivé en même temps le compendium pour pouvoir jouer les anciennes armées, les armées classiques qu'on connaît tous dans 40 000, et donc vous permettre de jouer à Kill Team. Ensuite, il y a eu des sorties de 2 boîtes. La première, c'était Shalna, qui est arrivée. Non, c'est la première, je dis une bêtise, il n'y en a qu'une. C'est Shalna plus Octarius, pardon. Et il y a eu des Kill Team dans les White Dwarfs. Il y en a eu 2 rapidement, très rapidement après Octarius, enfin assez rapidement. Et il y en a une autre dans le White Dwarf de ce mois-ci, là, qui est arrivé la semaine dernière. Donc vous pouvez voir, je pourrais voir les images effectivement à l'écran. Ces Kill Team. Alors, ce qu'il y a, c'est que ces Kill Team-là ont rajouté des éléments aussi bien de jeu, quelques nouvelles règles aussi, puisqu'elles apportent leur Kill Team des façons de jouer différentes de ce qui existait au jour d'aujourd'hui. Elles ont permis aussi au jeu de se renouveler pour la partie compétitive. Et parce que il fallait s'habituer et puis jouer de manière différente avec des nouveaux objectifs, des nouvelles méthodes de jeu pour chaque kill team différente. Même les commandos ont une façon de jouer, les dev creeps ont une façon de jouer. Dans les compendiums, les armées classiques ont des façons de jouer aussi bien différentes. Et là, par exemple, pour vous donner un exemple, la dernière kill team qui est sortie, qui est les Wyrmblade, qui sont une nouvelle faction de culte Genestealer, apporte une technique de jeu différente avec notamment des assassins qui viennent de se greffer à la kill team, chose qu'il n'y a pas dans la version compendium, donc les kill team classiques, on va dire ça comme ça. Voilà, et là je peux aller donc bien sûr après maintenant sur vous dire un peu sur quoi commencer et comment commencer la kill team. Il faut savoir donc à kill team il vous faut donc une kill team, il vous faut aussi des barricades et des jetons pour jouer au jeu. Voilà, que vous pouvez acheter séparément. Donc là, au niveau budget, c'est 25 € si vous voulez ces éléments-là. Il vous faut aussi et encore, ça, vous pouvez voilà, il vous faut les règles du jeu, bien sûr, les livres de règles. Ouais. C'est même le plus important. Et le mieux, c'est quand même d'avoir les cartes d'objectifs à prendre à côté, qui doivent être aussi, je crois que de mémoire, c'est 20 €, je crois, à récupérer, parce que c'est important en termes de partie pour les avoir à côté de soi. Maintenant, si vous êtes un peu bidouilleur, vous pouvez vous le fabriquer, vous l'imprimer, etc. et vous les avez à côté. Maintenant, d'une manière générale, c'est mieux de l'avoir en vraie carte à jouer, entre guillemets, pour pouvoir les placer à côté de votre terrain et de votre partie. C'est pas mieux d'acheter une boîte de base, comme ça tu as tous ces éléments-là, justement. Si on n'est pas très regardant sur le budget, oui. Maintenant, encore faut-il que les factions qui sont dans la boîte t'intéressent. Mais du coup, justement, par rapport à ça, donc, en effet, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on débute un jeu. Évidemment, il y a tout le matériel. Donc, on va dire
matos décor, dés éventuellement quand c'est un jeu où il y a des dés propriétaires, le livre de règles, tout ça, c'est clair que de toute façon on peut pas y couper, il faut trouver un petit peu le moyen de se le procurer à prix le plus intéressant possible. Et donc évidemment, un petit peu comme par exemple sur AOS, si ça vous intéresse de jouer Stormcast ou si ça vous intéresse de jouer Oruk, évidemment pour se procurer le livre de règles, le mieux c'est d'acheter la boîte Dominion, comme ça c'est dedans, ça coûte pas trop cher, machin. Maintenant, si on part du principe que la personne, soit elle a déjà tous ces éléments-là, ou alors elle va jouer avec quelqu'un qui les a déjà, bah, du coup sur quoi on va s'orienter en termes de team? Alors, déjà, et en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Là déjà, est-ce que vous êtes déjà familiarisé avec l'univers de 40 000? Si c'est le cas, vous savez déjà, vous connaissez un petit peu déjà les factions, et auquel cas, vous pouvez essayer de regarder ce que vous pouvez prendre comme armée qui correspond à la faction en question. Le plus simple, j'ai envie de dire, c'est l'Espace Marine, puisque c'est en général les figurines qui sont le plus faciles à trouver dans le commerce, ou même d'occasion, vous pouvez très facilement en trouver. Et auquel cas, il faut vous juste prendre le compendium, vous regardez ce qu'il vous faut comme figurines, vous les achetez, ou si vous les avez déjà, vous formez votre kill team en fonction, et puis vous jouez. D'accord. Donc ça, je dirais, c'est presque le plus simple, et même en termes de budget, c'est peut-être, je dirais, presque le plus facile. Si vous voulez rentrer dedans, au-delà de, comme on disait, au-delà des règles, des barricades, effectivement des réglettes, etc., que vous pouvez avoir à côté. Mais c'est effectivement le plus simple. Après, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aller un peu plus loin et en termes de factions et de figurines, regardez j'ai envie de dire ce qui vous paraît le plus accrocheur en termes de figurines, de visuels, de rendu. Voilà. Et là, auquel cas, vous prenez vraiment les figurines que vous voulez, à l'arme prête, on va dire. Et auquel cas, bah, soit vous êtes vous pouvez accrocher sur une kill team qui est dans une des boîtes, et auquel cas vous prenez la boîte correspondante. Mais après, c'est à vous de voir. Du coup, donc on part du principe que là tu dis que de par sa facilité à se les procurer, les Space Marines sont peut-être le choix le plus économique. Voilà. Maintenant, si on part plus d'un point de vue modélisme, par exemple, toi Keycord, je sais que la peinture c'est pas forcément la partie préférée du hobby pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais recommander comme team qui serait assez abordable, assez accessible en termes de peinture? Les Space Marines ne sont pas les plus durs à peindre. Hein. Je pense que tu penses toi, mon Guillaume, mais je pense que c'est pas les figurines les plus dures à peindre. Après, dans ceux qui sont relativement faciles à peindre, je dirais, j'ai presque envie de te dire la garde impériale, et encore ça dépend des figurines. Parce qu'en général, au niveau schéma de couleur, c'est pas très très compliqué. Alors, Death Kriegs mis à part, hein, bien sûr, parce que là pour le coup, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mais après, non, après, il n'y a pas de team plus facile à peindre que d'autres. Après, j'ai envie de te dire, ça dépend aussi comment tu veux peindre aussi tes figurines. Donc, et là, on en revient à ton sujet préféré, mon cher Guillaume, c'est quel degré de peinture tu veux atteindre sur tes figues. Attends, sur la partie Kill Team, je pense que sur le... Alors, vous savez, moi je connais très peu cette partie-là aussi. Parce que là, entre MCP et Warhammer 40 000, je pense que c'est les deux univers que je connais le moins. En l'occurrence, de ce que j'ai vu, je pourrais recommander, alors peut-être pas forcément pour quelqu'un qui débute en peinture, mais quelqu'un qui débute à Kill Team et qui voudrait se faire plaisir en peinture, je pense que les orques là, et justement à plus forte raison qu'ils sortent tout seuls dans leur box, les orques, il y a moyen de se faire plaisir, parce qu'en plus les orques, c'est une peau qui est plus permissive, parce qu'on peut les faire vert, bleu, rouge, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, et à côté de ça on peut aussi se faire plaisir sur les armes. Il y a pas mal de choses à faire. Je pense que pour un kiff de peintre qui aime peindre, c'est quelque chose qui est intéressant. Et il y a les taux aussi qui sont pas mal, qui ont généralement un bon visuel aussi, mais qui sont de très belles figurines aussi à peindre. Voilà, si on veut un truc un peu plus aspect classique, un peu type dans la typologie un peu Star Wars, j'ai envie de dire. Alors, tout le monde va me dire, sauter au plafond en disant mais Star Wars c'est pas du games. Mais si on regarde un peu les Pathfinder et les taux, c'est un peu cette image-là, un peu manga même, c'est ça. J'ai pas vu le nom. Ah, je peux pas dire merci, je n'ai pas vu. Merci. Mondo. Ok, t'as pas vu non plus. Si, c'est un truc comme ça. C'est Godro Liostro. Voilà. Merci à la régie qui est parfaite et qui suit ça pour pouvoir remercier comme il se doit ce nouveau follow. Ok, donc Keycord, le dernier point, c'est si on veut se mettre à Kill Team, mais d'un point de vue plus compète.
Qu'est-ce qui en ce moment, tu as déjà commencé à répondre, mais qu'est-ce que c'est que tu vas nous conseiller? Elle n'est pas française cette phrase, on est d'accord. Hein. Que vas-tu donc nous conseiller? Déjà pour commencer Alki Team, en général, si vous avez déjà des figues, je vous conseille de commencer par une faction qui est dans le compendium. Que c'est des armées type qui sont faciles à jouer entre guillemets, qui sont pas très compliquées, qui ont pas plein de règles, qui sont simples à jouer. Alors je dis pas qu'elles sont pas, il y a quand même des petites tactiques et des petits trucs, des petits tricks à faire en jeu, mais il y en a moins que sur les armées qui sont sorties après, qui sont sorties dans les boîtes, c'est-à-dire Octarius, Shalna et dans les White Dwarfs. Il faut savoir que les armées qui sont sorties dans les boîtes et dans les White Dwarfs, globalement, sont dit entre guillemets supérieures à celles qu'il y a dans le compendium en termes compétitifs. Hein. D'accord. Voilà. Ça veut pas dire qu'elles sont pas jouables, elles sont jouables, mais simplement elles sont, disons que les factions compendium sont là pour faire apprendre à jouer entre guillemets, si on peut schématiser comme ça, et les factions boîte et White Dwarf sont là pour ajouter un élément supplémentaire de stratégie supplémentaire. Voilà. Et donc sont globalement un peu plus fortes. Ok. Je dis bien globalement. Très bien. Donc si on est vraiment nouveau dans le jeu, on va plutôt s'orienter vers une faction qui est dans le compendium, parce que plus accessible en termes de jeu. Par contre, si on est sur quelque chose où on va vraiment vouloir aller creuser un petit peu plus et on va dire aller chercher de la compétitivité, aller chercher de la victoire potentielle en tournoi, quoi, pour parler concrètement, on va plutôt s'orienter sur ça. Et donc du coup, tu semblais dire que les orques sont plutôt top méta. En fait, il faut savoir que sur les 10 ou 11 figues, si je ne me trompe pas, de composant l'armée des commandos, il faut savoir que quasiment toutes les figues ont une règle particulière en jeu. Donc, chacune apporte presque une tactique supplémentaire et un choix tactique de jeu, que ce soit au niveau du placement, de l'attaque, etc., de la figurine. Donc, ce qui fait que ça oblige la personne à bien réfléchir à ce qu'elle va faire sur son plateau. Sur une Kill Team Compendium, à l'inverse, il y aura des règles génériques et il y aura très peu de figures... Enfin, il y aura plutôt des ensembles de plus sur du standard, quoi. Exactement. Ok, très bien. Ok, donc du coup, si on devait résumer tout ça, quand même, les orques, ils ont un peu le vent en poupe, hein, parce que armée potentiellement très fun à peindre si toutefois on aime la peinture, une armée qui est quand même plutôt bien placée d'un point de vue méta. En plus, c'est une nouveauté là où ils viennent de les sortir en solo, donc il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là. Ok. Très bien, écoute, merci Kikorn, merci pour ce sujet. Et donc on va enchaîner justement avec ces armées, quelle armée choisir, quel team choisir pour débuter. Donc on va commencer par Marco qui va nous faire sa petite proposition sur la partie MCP. Alors, du coup je propose que Clément tu puisses accéder au site de Atomis Mass Game. Ça arrive. On l'a vu à la tête de Clément qu'il y avait un petit bug. C'est bon, c'est bon, ça va bien. Je vois pas. Voilà. Et donc du coup, moi je vais vous parler de la botte de base MCP parce qu'en vrai, pour moi, elle est super rentable et je pense pour tout le monde en fait à la base. Et pour moi, c'est l'achat à faire pour débuter à MCP. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors. Ce qui est intéressant dans la botte de base, c'est qu'on va avoir des décors. Et dans le jeu, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important de pouvoir envoyer des décors. Et dans la botte de base, on a un petit bâtiment Daily Buggles qui est de taille 3, 2 voitures qui sont de taille 2, et 4 lampadaires qui sont de taille 1, enfin 2 lampadaires et 2 trucs de circulation, et on a 2 poubelles de taille 2. Donc du coup, ça nous fait déjà pas mal de décors à envoyer, en sachant que une partie de MCP doit contenir entre 12 et 20 décors selon vos envies, même si moi j'aime bien en mettre plus et pas forcément répartis. Enfin, j'aime bien faire des cinétiques très réalistes, donc du coup je respecte pas forcément les règles dans ce domaine-là. Et donc, vous avez ça, vous avez 10 personnages, donc 5 personnages Avengers. Comme on peut voir là, donc on a Spider-Man, Iron Man, Captain America, Black Widow et Captain Marvel. Et on a 5 personnages en cabale qui vont être Ultron, Crossbone, Red Skull, Baron Zemo et Dr Octopus, qui n'est pas sur la photo d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est vrai ça, pourquoi il y est pas? Mais on le voit sur la boîte. Sur la boîte, ouais. Voilà. Et de toute façon, j'ai toujours trouvé que
les méchants entre guillemets de cette boîte de base étaient vachement moins charismatiques que les gentils entre guillemets. C'est-à-dire que dans les gentils, t'as quand même genre Captain America, Iron Man. Je parle pas en termes de culture, attention. Hein, je parle vraiment en termes de, on va dire. Attitude. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est comment ils sont perçus par le grand public. Enfin, oui, ok. Après, t'as deux gros méchants, hein, parce que mille de rien, t'as Red Skull et Ultron. Oui, bien sûr. Mais les autres, enfin, genre Baron Zemo. En fait, je trouve qu'il y a que. En fait, Baron Zemo, déjà, il est trop fort. Donc, de base. Oui, mais il est pas connu. Moi, j'adore la figurine. En vrai, Docteur Octopus, c'est aussi un bon, tu vois, Docteur Octopus, c'est quand même un grand méchant de Spider-Man, bon, même si la figurine l'aide pas. Crâne Rouge, c'est un grand méchant de Captain America. Ultron, c'est un grand méchant de tout le monde. Je suis d'accord. Et après, tu vois, t'as Crossbone et Baron Zemo qui sont un peu en dessous. Baron Zemo, quoi. Après, t'as Black Widow aussi, tu vois. Bah oui. Et Black Widow, c'est un élément central des Avengers. Ouais, elle est là juste pour avoir la touche féminine, faut pas se mentir. Oh là là, oh, c'est non, parce que t'as Captain Marvel, donc tu vois, t'en as deux. C'est honteux. Ah, j'avoue. Ils auraient pu l'enlever. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit déficit sur les méchants. Mais bon, je suis d'accord. Voilà, c'était une parenthèse. Je suis quand même d'accord. Ouais. Bon, en ce moment, je suis en train de peindre Crossbone et il m'a gavé, quoi. Elle est nulle, la fille. J'avoue. C'était gratuit au passage. Donc, du coup, sur cette boîte de base, elle est rentable. Et dedans, vous allez avoir les réglettes et les dés. Donc, les réglettes, c'est 3 réglettes de portée et 3 réglettes de déplacement. Enfin, 5 réglettes de portée et 3 réglettes de déplacement. Et vous allez avoir les dés. Et les dés, il y en aura une dizaine. Donc, ça, c'est cool. Et en fait, du coup, forcément, tout ça, c'est à un prix de 100 balles, à peu près. Hein, plus ou moins, ça dépend où vous l'achetez, blablabla, on s'en fout. Mais ça coûte plus ou moins 100 balles. Et donc, pour 100 balles, on a 10 figurines. Donc, si on le rapporte au prix de la figurine, ça fait 10 balles le gars. Et à côté, tu as quand même 7 ou 8 décors, plus toutes les réglettes. Et les réglettes, elles sont vendues à part à 25 balles. Les dés, ils sont vendus à part à 12 balles. Et en plus, tu vas avoir 30 cartes tactiques. Et dans les 30 cartes tactiques, tu auras 6 scénarios. Et du coup, une base de cartes tactiques qui va te permettre plus tard de faire tes rosters. Donc, pour moi, la boîte de base est un achat incontournable niveau rapport qualité-prix et contenu de la boîte. Okay. C'est indéniable. En fait, la boîte de base, elle te dit vas-y, prends, c'est pas cher. Et après, tu vas faire oh putain, mais en fait, c'est cher. Parce que du coup, les packs, ils coûtent super cher enfin, comparé au prix de la boîte de base, hein, ça s'entend. Et donc, je trouve ça plutôt cool. Bien rattrapé. Bien rattrapé. Il a senti le petit tacle arriver, il s'est dit hop, pirouette. Non, non, mais je me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui. Donc voilà, et pour moi, la boîte de base est l'achat incontournable pour commencer, quoi qu'il arrive. Et après, en gros, c'est le choix économique, quoi. Ouais. Non, pas que économique, parce qu'en fait, derrière, tu vas avoir aussi les cartes, etc. Et là, j'allais en venir, c'est que si tu ne commences pas par ça, il va falloir que tu t'imprimes des proxys pour les cartes, parce que sinon, tu les auras pas, les cartes, quoi. Tu vois, tu peux les avoir que dans la boîte de base. Après, au fur et à mesure, tu vas pouvoir débloquer... Tu peux les avoir que dans la boîte de base, donc c'est même pas allez-y, achetez ça parce que ça vaut le coup, c'est acheter ça parce qu'en fait sans ça vous pouvez pas jouer, quoi. Si, tu peux jouer parce que tu peux acheter des cartes à part, mais les cartes de la boîte de base tu les auras pas. Alors des fois dans des paquets ils les rééditent avec un autre skin, mais de toute façon tu es obligé d'avoir une base de cartes pour commencer. Donc pour moi c'est ça. Et si tu commences pas par la boîte de base, déjà dans la boîte de base tu as 6 scénarios, et pour avoir des scénarios, de temps en temps dans certaines extensions, donc dans certaines boîtes, tu as des scénarios supplémentaires. Et pour jouer, quoi qu'il arrive, il te faut au minimum de 6 scénarios. Donc la boîte de base est quand même super importante. Pour moi, elle est indéniable. Et puis, je pars du principe que si tu peux pas dépenser 100 balles à jeu de base, joue pas à jeu, en fait. Tu vois, pour moi, elle est obligatoire. C'était le conseil Marco. Non, mais c'est pas... Voilà, je pars du principe que... Enfin, tu vois, c'est le premier investissement. Après, au fur et à mesure, tu complètes ta collection avec quelques boîtes tous les mois, comme tu fais d'ailleurs pour une armée ou n'importe quoi. Mais en gros, tu peux pas passer à côté de ça. Maintenant, je comprends qu'il y en a certains qui disent c'est pas sexy les figurines, ou elles me plaisent pas, j'ai pas envie de faire celle-là. Par exemple, je vois que Clément il bouge la tête. Je trouve qu'il y en a très peu que je trouve bien dans la boîte.
Ouais, mais ça je comprends. Maintenant, après, bon, toi, t'as une particularité, c'est que certainement qu'on va jouer ensemble. Donc déjà, de base, moi j'ai pas mal de cartes, et ça me dérangera pas que je joue avec des proxys, et j'ai déjà les réglettes, donc t'es pas forcément obligé d'investir dans les réglettes aussi. J'ai déjà des dés que je peux prêter. Sinon j'imprime pour les réglettes. C'est ça. Ouais, tu peux toujours Ou je imprimer des pique la réglettes, boîte à mon frère. Ça marche bien aussi. Ouais, mais voilà, toi, tu as aussi cet aspect-là que ton frère a déjà la boîte de base. Donc forcément, si vous partagez la boîte, c'est pas gênant. Mais je trouve que voilà, si imaginons quelqu'un qui voudrait débuter, et il connaît pas encore de gens qui jouent, bah mine de rien, pour remplir ta table de décor et tout, la boîte de base, elle est faite pour quoi, tu vois. Yes. Donc voilà. Et maintenant, moi, quand j'avais abordé ce sujet-là, j'avais dit, mais alors, qu'est-ce qui peut être intéressant à acheter en plus de la boîte de base? Et c'est ça où je peux dire, bah, pour débuter à MCP, tu peux partir là-dedans. Donc, moi, j'étais parti dans le concept quand on avait fait, que je me suis dit, bah, en fait, tu as deux armées, donc tu as la Cabale et les Avengers, et le but, c'est d'essayer de conseiller quelque chose qui pourrait se rajouter en plus sur ces compositions-là. Et moi, en première boîte, j'aimais bien en fait Scarlet Witch et Quicksilver. Donc, si tu veux afficher les personnages dans Personnages. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette extension-là, achetée en plus pour compléter avec la boîte de base, c'est que c'est une extension qui est à 40 balles. C'est une extension qui vous ouvre plusieurs autres factions, et notamment la Brotherhood, donc les méchants, la confrérie des mauvais mutants. Et elle est plus bas, hein, c'est un peu plus bas. Ouais, stop. On doit être par là. Voilà, là. Hop. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça vous ouvre la confrérie des mauvais mutants. Mais en fait, ils sont aussi dans les Avengers, donc ils vont te permettre de compléter les Avengers. Et du coup, Scarlet Witch, c'est un personnage qui coûte 5. Et dans la boîte de base, il n'y a aucun personnage qui coûte 5. Le plus cher coûte 4. Ça te permet d'avoir un personnage qui est un peu plus fort que ce que tu possèdes déjà dans la boîte de base. Et Quicksilver est un... Scarlet Witch est plus forte, entre guillemets, dans le jeu qu'une Captain Marvel ou autre, quoi. Ouais, mais sans problème, quoi. Mais en même temps, même dans le film, elle est plus forte que Captain Marvel. Bah, il y a débat. Allez. Il y a débat. Moi, je pense pas. Scarlet Witch, elle est pétée de ouf. Et donc du coup c'est un personnage qui est très très fort dans le jeu, notamment elle compte les crânes comme des réussites, enfin il y a plein de petits tricks avec elle, et c'est un très très bon personnage. Et la boîte fait partie des boîtes les moins chères parce que c'est 40 € les deux personnages, donc du coup on est dans les boîtes, les prix les moins chers pour deux filles. Voilà. Donc il y a ça, et en deuxième boîte, si vraiment on voudrait compléter et qu'on a un peu plus de budget, bah du coup je partirais dans le même concept en sachant qu'on a pris celle-là, je prendrais la boîte de Magneto et Todd. Et en fait, pareil, on a un personnage là qui coûterait 6, donc Magneto est plus fort que Scarlet Witch, enfin en tout cas sur le papier. Et donc du coup, ce qui est cool, c'est que ça nous permettrait d'avoir le leader de la Brotherhood, enfin un des leaders, parce qu'il y a Mystique aussi. Et donc tu pourrais, si tu as les deux boîtes, commencer à jouer Brotherhood, parce que tu te retrouverais avec Magneto, Todd, Quicksilver et Scarlet Witch. Et donc ça te ferait une composition aussi de confrérie des mauvais mutants. En plus, si tu veux compléter celle-ci, ensuite tu peux acheter l'extension Mario et Princess Peach, et là t'as la team complète. Tu connais Todd quand même. Oui, le crapaud. Oui. Ouais. C'est un X-Men, hein. Bien sûr. Ça. Enfin, c'est un X-Men, c'est un méchant. Yes. Et donc là, ce qui est bien aussi, c'est que tu as un personnage de niveau 2, c'est que Todd est niveau 2. Magneto peut aussi jouer en cabale, donc tu peux aussi compléter ta faction de base. Donc pour moi, je me dirigerai plus vers ça. Après, là, on parle de rentabilité, on parle de tricks, on parle de personnages et de coûts en valeur de points. Donc je pense que c'est intéressant de commencer par ça. Maintenant, ce qui est cool à Marvel Crisis Protocol, c'est que j'ai envie de dire, faites ce qui vous plaît. Voilà, moi je suis un fan. Alors moi je parle pas de moi personnellement, mais je partirais d'un constat d'un mec qui serait fan des Gardiens de la Galaxie. Et ben ok, tu veux les Gardiens, commence par les Gardiens, tu vois, fais-toi plaisir. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le jeu, c'est que le jeu est plus ou moins assez équilibré pour pouvoir jouer un peu de tout. Il y a pas, enfin, je dis il y a pas encore, mais c'est pas vrai parce que vendredi je me suis fait douiller par une compo que je trouve abusée sa mère.
que du coup je me dis en fait si tu joues n'importe quoi contre cette compo tu peux te faire raser très vite. Et c'était une compo des Midnight Sun, mais contre, enfin c'était la première fois en gros que je tombais vraiment sur une compo qui avait été bien rushée, bien établie, bien fait, et j'avoue elle était difficile à battre, mais la plupart du temps les parties elles restent fun, donc tu peux jouer un peu ce que tu veux. Okay. Voilà. C'est bien. Du coup, là, t'as fait le tour ou tu voulais compléter sur autre chose? Moi, je complète pas. Après, c'est des goûts et des couleurs. Tu vois, j'ai donné mon avis un peu parce qu'il fallait trancher. Mais en vrai, il y a 1001 façons de compléter cette boîte de base. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tout à fait. Ok, très bien. Et ben, écoute, du coup, on va passer à Clément, qui va nous présenter sa petite version sur AOS, qui a fait le même travail que vous sur vos jeux respectifs. Donc vas-y Clément, dis-nous tout un petit peu, par quoi qu'est-ce que tu nous conseillerais pour débuter AOS? Alors du coup, on va commencer par celui-ci directement. Le plus important, absolument pas des nains, comme personne à côté de moi pourrait le penser. Alors juste avant, j'aime bien la conclusion de Scarlix, d'où l'achat de toutes les figurines. Voilà, c'est pour bien débuter, achetez tout. Pour bien débuter, achetez tout comme ça. La Carlet Wish aussi, parce que j'ai du mal à le dire. La Carlet Wish. La Carlet Wish, ouais, c'est ça. La Carlet Wish, ça c'est la version en ligne pas chère. C'est la version discount. C'est ça. Ouais. Ouais, donc excuse-moi Clément, vas-y. Non, t'inquiète. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai un peu changé la façon de voir le truc, parce que en fait, je trouvais des armées qui respectaient quasiment tous les points qu'on cherchait un peu à mettre en avant. Je vais commencer par celle qui, je la compte pas, on va dire, dans les 4 principales. J'ai essayé d'en prendre une par grande allégeance, mais évidemment, ça commence avec les Stormcast, qui. Je me rappelle les grandes allégeances. Donc on a Destruction, Order, Chaos. Destruction. Chaos et Death et la mort. Donc au sein de l'Order, voilà, il y a les Stormcast qui sont en fait pas chers, pas compliqués à peindre, qui sont plutôt bons et je sais plus c'était quoi l'autre truc, et facile à prendre en main en termes de jeu. C'est sans doute l'armée la plus facile à jouer aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis un peu, voilà, j'ai commencé avec eux, mais on va dire que c'est pas ceux que j'ai choisi pour l'ordre. Ok. Déjà commencé par prendre cette section. Pour l'ordre. Et pourtant, moi, c'est vrai que d'un point de vue, alors pour le coup, j'en parle un peu plus facilement parce que je connais un peu plus, même si bien évidemment, j'ai pas ton niveau de connaissance sur AOS, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une faction qui est quand même, non seulement qui offre beaucoup de choix pour le jeu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va pouvoir compléter avec plein d'entrées différentes et ça aura toujours un intérêt. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est quand même très positif. Donc, il y a, on va dire, une rejouabilité sur cette armée qui est énorme. En termes de prise en main, tu peux te faire une compo qui est hyper simple à prendre en main. Voilà, ça tombe, ça arrive, ça roule dessus, ça passe pas. Mais en tout cas, c'est facile à prendre en main. Et par ailleurs, d'un point de vue modélisme, je trouve que ça combine très bien deux choses. C'est que d'un côté, on a le Stormcast de base qui va être assez simple à peindre, avec une armure globalement en métal. Il n'y a pas de peau, par exemple. Si on veut faire que des casquets, on peut. Il n'y a pas de peau, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas tout ça, pas de petits pièges en fait. Donc du coup, on va avoir des figurines qui sont simples à peindre dans un premier temps. Et puis petit à petit, quand on va commencer à avoir un petit peu plus d'aisance en peinture, on va pouvoir mettre un visage, on va pouvoir prendre une figurine qui a un petit peu plus de drapé, qui va avoir un petit peu des sorts autour de lui, puis on va finir par prendre des dragons qui là sont un défi peinture qui est un petit peu plus grand et où on va pouvoir se faire kiffer. Donc en fait, il y a une vraie courbe d'évolution au sein même de l'armée et c'est vrai que commencer par ça, je trouve ça hyper intéressant. Au-delà de ce que tu as déjà dit, et puis notamment du fait que ça soit toujours disponible dans un Mortal Realms ou qu'il y en ait pas mal aussi dans Dominion ou encore en occasion. C'est ça. En occasion, tu peux en trouver beaucoup. Avec Dominion, si tu arrives à avoir 2 parties Stormcast de Dominion, en gros, pour 150 €, tu peux te faire une armée de plus de 2000 points. C'est quand même pas dégueulasse. Et il y a un autre point positif qu'on peut leur trouver, c'est que ça reste l'armée d'affiches.
et elle va le rester un moment, donc il y aura toujours des nouveautés. C'est-à-dire que si tu veux toujours avoir un peu des nouveautés pour ton armée, avec celle-là, tu ne seras pas déçu, quoi. Tous les 3 ans, tu auras forcément au moins un Battle Tome, des unités, voire même peut-être moins de temps entre chaque Battle Tome, donc c'est plutôt cool là-dessus. On va passer par contre, du coup, à celle que j'estimais vraiment être un bon début côté Order. Ce sont les Séraphons. Les Séraphons, je trouve, qui est du coup une vieille armée d'AOS. Attention. les crapauds. L'armée du crapaud géant. L'armée des crapauds. Non, en fait, c'est une armée... C'est des hommes lézards. C'est des hommes lézards. Oui, mais le chef, c'est un crapaud, Marco. Ouais, le chef, c'est un vieux crapaud qui pue. Mais C'est celui qui a survécu à ton pétard. Ouais. Et qui vient se venger dans tes rêves. Je l'attends quand il veut, ce crapaud. Je me fais des cuisses de grenouille de ses restes. Voilà. Du coup, cette armée, quels sont ses avantages? Déjà, c'est une armée qui date un peu, du coup, vous pouvez en trouver pas mal d'occasions. À mon avis, là-dessus, le marché de l'occasion est pas trop mal. Il y a 2 start collecting et il y a déjà eu des Battle Force, donc c'est quand même pas dégueu. Vous pouvez donc vraiment bien vous blinder. Ulum Project pour ton raid. Hey, merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, du coup. Bienvenido. Et du coup, on est sur une. Ouais, il y en a quand même pas mal qui nous rejoignent. On est en train de discuter. Donc, Marco et Keycord nous ont déjà présenté sur MCP. Et merci pour le follow, Ulum. Merci. Donc, ils nous ont déjà présenté quel team ils recommandent pour démarrer sur MCP et Keycord. Donc, ça, c'était pour Marco. Keycord nous l'a fait sur Kill Team. Et là, Clément est en train de nous le faire sur AOS en nous expliquant quelle armée il a retenu pour les différentes grandes alliances. Alliances plutôt. Ça c'est les grandes alliances. Voilà, on est en train de voir un petit peu tout ça ensemble. Donc c'est parti, je te laisse parler à nouveau après t'avoir coupé, Clément. Et pas de soucis, et bienvenue à tous. Du coup, concernant les Séraphons, donc ce que je disais, c'est que c'est une armée qui date de Battle, du coup, ce qui va permettre de trouver pas mal de figurines sur le marché de l'occasion. En plus de ça, donc les Battle Force, donc les boîtes de démarrage avec des prix toujours très intéressants. On peut se dire que l'armée, déjà, en termes de règles, va se jouer sur toutes les phases. En fait, vous allez avoir de la magie, du tir, du corps à corps, vous allez avoir des mobilités, des unités volantes, vous allez avoir des monstres, vous allez avoir pas mal de monstres, comme vous pouvez voir sur la photo, il y a de quoi faire, et s'il y en a un qui est un peu au fond caché, oui, il y a des trucs volants, il y a de tout. Vous avez un nouveau héros là, donc on n'a pas sur la photo, mais le Lord Croak qu'on a déjà présenté, qui est vraiment une figurine. Hop, et merci pour le follow, Hydrant Studio. Donc on est toujours, enfin, il y a pas mal de contenu, il y a des belles figurines. Petit défaut quand même, certaines figurines sont peut-être un petit peu trop vieilles encore aujourd'hui, mais ça concerne un peu moins de la moitié de la gamme. En jeu, c'est fort, c'est vraiment très fort, c'est facile à prendre en main parce que ça reste quand même assez sur les règles de base, il n'y a pas trop de spécificités, etc. C'est une très bonne armée pour commencer AOS au sein de l'ordre aujourd'hui. Et je vais compléter justement par rapport à la partie peinture. J'ai oublié toute la partie peinture, c'est vrai. Ouais, je voulais compléter aussi, mais tu m'as demandé. Allez-y, j'ai complètement zappé cette partie-là. Ninja, c'est moi le mec est trop fort. Ouais. Mais moi, je réponds au chat, mon ami. De quoi? Je répondais au chat. Ouais. J'étais poli, je lui coupais pas la parole. Mais non, je vais pas couper la parole non plus. J'ai attendu qu'il termine. Et en l'occurrence, du coup, voilà, c'est vraiment, je voulais compléter par rapport à la partie peinture. Parce que c'est vrai que c'est une armée. C'est une armée qui, comment dire, en fait, qui est très permissive. Elle permet de partir sur n'importe quel schéma de couleur qu'on le souhaite, parce que de toute façon, là, on est sur l'homme lézard. Alors, bien évidemment, le schéma qu'on voit très souvent, c'est le schéma un peu bleu glacial comme ça. Mais en fait, on peut faire ça de toutes les couleurs. Si on veut se les faire jaune, vert, rouge, il y a tout qui passe. Et de par leur sculpture, où on est sur des personnages qui ont beaucoup d'écailles, tout ça, ça permet aussi d'y aller assez franco, notamment avec de la contraste. Et donc ça, si on veut commencer tranquille pour commencer à se faire la main sur la peinture, mais vraiment genre en y allant mollo et quand même en peignant vite pour pouvoir jouer rapidement, eh ben c'est hyper appréciable. Donc franchement, rien que pour ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, derrière, quand on va vouloir pousser un petit peu plus loin, eh ben on va pouvoir faire comme sur la photo, on va pouvoir s'amuser à faire, par exemple sur les monstres, on va commencer
commencé à leur faire des rayures, des trucs comme ça, qui sont un petit peu plus poussés en termes de peinture. Donc il y a pareil, un petit peu comme les Stormcast, une courbe d'évolution qui est intéressante. Et tu peux les faire en mode Raptor et tout. Ouais, J'ai vu pas mal de peintures là-dessus. Et je voulais aussi préciser en disant, là, il y a eu dernièrement un rapport de bataille avec eux comme armée jouée sur French War Game Studio, là, qui est sorti cette semaine. Yes. Et honnêtement, j'ai commencé à le regarder, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Et honnêtement, ils ont pas mal de tricks de jeu. L'armée a l'air vraiment d'être intéressante. Il y a du tir, il y a du corps à corps. Enfin, il se passe des trucs. Et apparemment, t'as même un truc qui te permet de faire popper des gars. Et moi, je savais pas que cette armée-là pouvait faire popper des mecs. Ouais, en fait, en termes de fluff, si tu veux, la majorité des séraphons sont morts, en fait. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de battle, les séraphons ne sont pas restés sur le vieux monde. Ils ont quitté, via leur pyramide, le vieux monde, et en fait, sont restés des milliers, voire même plus que ça, d'années, dans le vide spatial. Et en fait, la majorité des hommes lézards sont morts comme ça, mais tous les slans, donc les crapauds, eux ont survécu, et en fait sont blindés d'énergie, de souvenirs, et en fait ramènent à la vie en fait invoquent des tonnes de séraphons sur un champ de bataille, juste parce qu'ils se souviennent d'eux, et en fait c'est des êtres purement de magie en fait qui sont invoqués sur des champs de bataille pour déglinguer le chaos. C'est quelque chose qu'ils détestent beaucoup, et ça tournait, je sais que leur règle tournait beaucoup sur ça, enfin sur certains en tout cas, je sais pas si c'est encore le cas. Et en fait, c'est pour ça, en fait, tu as une invocation, tu as donc, je crois, la machine des dieux qui est tout au fond de cette image, qui permet aussi de l'invocation avec un tir, etc. Mais au tout début d'AOS, d'ailleurs, c'était dégénéré parce que tu pouvais mettre un héros et en fait, il invoquait tout ce qu'il voulait sur le plateau. Ouais, d'accord. Sur la V1, en même temps, c'était un peu particulier. Je tiens à préciser que nous avons forcément un nouveau champion de cette émission qui s'appelle Metalovic. Puisqu'il dit il n'y a pas de Bretonie dans AOS, et j'aimais bien ce côté United Color of Benetton, quelqu'un qui aime la Bretonie est forcément quelqu'un de très très bien, donc merci Metalovic de nous rejoindre dans ce chat. N'hésitez pas, comme je dis dans le chat, tous ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à nous follow, comme ça vous permettra d'être tenu au courant de tous les lives de la chaîne. Clément, je te laisse continuer du coup. Ouais, je dirais juste à Scarlix que pourquoi tu dis futur actionnaire? Comment tu crois qu'il arrive à acheter toutes ces armées? C'est parce qu'il a acheté les actions quand elles étaient pas chères. Exactement. Il a fait plus de 4000%. Avant le Covid, c'est clair que les mecs c'était cool. Et on a le follow d'un bretonien. Quand je vous dis que c'est quelqu'un de bien, les gars. Voilà, non mais c'est comme ça. Moi j'ai le pif pour ça. On le savait. Et du coup, je vais enchaîner avec la Death. Et du coup, on a les Soulblight. Du coup, que j'ai choisi pour incarner l'armée parfaite pour commencer AOS côté Death. Donc côté mort, je vais terminer parce qu'ils sont pas très nombreux. Vous avez les Night Haunt, vous avez les Flesh Eater courtes, donc ce sont des ghouls grosso modo. Vous avez donc les Soulblight et une autre armée qui sont les Osiark Bone Reaper, donc des espèces de golem d'os, qui auraient pu être aussi choisis mais qui ont comme défaut d'être un peu plus chers, car peu de starters, et aussi moins facile à prendre en main, on va dire, pour un débutant, dû à quelques règles un peu particulières et écartées des règles de base du jeu. Concernant les Soulblight, eux par contre, c'est une très très bonne armée. Déjà, vous avez une grosse partie de la gamme qui a été refaite cette année, pas cette année, pardon, mais l'année dernière, en 2021, et qui sont de très très belles figurines. Pas trop cher, franchement, ça reste raisonnable. On peut trouver des héros monstres pour 50 €. Et franchement, c'est vraiment cool. Il y a des starters qui existent. Vous trouverez sur le marché de l'occasion un autre follow encore. Et Ben Illustrateur. Merci encore pour ce follow. C'est cool, hein. C'est super sympa. Cool. Et du coup, vous trouvez donc pas mal sur le marché de l'occasion, parce que ça reste une armée aussi qui existait. Alors, elle existait, avant c'était Légion of Nagash, et côté Battle, je me souviens pas exactement, je sais pas du tout comment était appelée la partie mort-vivante, si elle avait un nom particulier ou pas. Vampire. C'était les contes vampires, c'est ça, t'as raison. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça, vous allez retrouver des vampires, vous allez retrouver les squelettes, les zombies, les dragons zombies, les terrorgeist, tous ces jolis monstres, donc... En termes économiques, c'est pas mal parce qu'il y a de l'occasion et vous retrouvez quelques starters plutôt sympathiques. En termes de jeu, ça reste des règles ok, et en plus avec un choix de figurines assez important, malgré tout, parce que vous avez quand même un bon BT qui est assez riche en unités, en possibilités. En termes de peinture,
ça reste plutôt simple, je trouve. Vous avez du zombie avec du contraste, ça va très bien le faire. Du squelette en armure avec du brossage à sec, ça va très bien le faire. Tout ce qui est monstres et compagnie sont plutôt faciles à peindre, ce sont des belles figurines. Je pense que Guillaume on aura peut-être d'autres trucs à dire là-dessus après. En termes de puissance, c'est très bon. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire raser quand vous allez jouer ça. Vous avez en plus le choix entre jouer beaucoup de masse ou de l'élite. Parce que vous pouvez jouer de la grosse cavalerie ou plein de monstres. Vous avez vraiment pas mal de choix. Et j'ai toujours oublié le dernier point de... Je sais qu'il y en a 4, j'avais toujours oublié un. J'ai dit c'est pas cher, c'est facile à peindre, ça se joue bien et c'est puissant. Non, ça va, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous voulez compléter peut-être sur la peinture je ou vais autre? faire la petite vanne de merde. Boum. Yes. Si tu les fais en monstre et compagnie, eh ben, ils vont avoir quand même des gueules un peu colorées. Voilà. En monstre et compagnie. Bah, t'as dit Si tout à quelqu'un a l'heure. compris cette blague, merci de lever la main. Bah, parce que Monstre et compagnie, c'est un film de Disney, là. Ils sont en bleu, D'accord. en vert, avec Bob Razanski. Et Parce que t'as dit tu les- peux peindre ok. des Monstres et compagnie, du coup, bah voilà, si tu peins en mode Ah. Monstre et compagnie. Je l'avais voilà, pas. Rassurons Une tout de sale suite gueule. les nouveaux arrivants dans le chat, c'est pas à chaque fois comme ça. Hein. Ouais, ça va. Quel enfoiré celui-là. Et sinon, tu pouvais rajouter aussi qu'il y avait un Battle Force qui était disponible et qui se trouve, enfin, il est encore trouvable aujourd'hui. Alors ouais, il y a le Battle Force qui est pas mal, qui est vraiment bien, parce qu'en plus ce sont que des nouvelles figurines que vous trouverez dedans. Et je vois qu'on nous dit dans le commentaire aussi quelque chose d'important, c'est vrai qu'il manque du tir, mais là, niveau mort, vous allez être un peu obligé. À part les osirs qui ont une catapulte, en fait, vous avez très peu de tir au sein des armées de la mort. La seule chose que vous pouvez avoir, c'est un cri avec certains monstres qui se fait durant la phase de tir. Par contre, vous allez avoir du bon sort, et un corps à corps assez résistant et qui tabasse bien à côté. Là, on voit pas Là, du trop coup, les il y a- vampires, mais les vampires sont quand même très stylés dans l'armée. Ouais, vous avez des Ouais, non, vampires franchement, très il y a des cool. trucs sympas. Alors, faut aimer le style, mais il y a des trucs qui sont. C'est un peu clivant, on va dire, mais je trouve ça toujours intéressant parce que quand on plaît à tout le monde, on plaît vraiment à personne. Alors que là, c'est une armée qui peut avoir du caractère. Et- Il y a des unités complémentaires qui sont disponibles aussi dans la boîte Curse City, et donc C'est du ce que coup, ça j'allais dire. permet de C'est varier Curse tout City, ça. elle est Donc ça, très c'est. Pardon, qu'est-ce que tu disais, Keycord? Je disais que dans Gur City, justement, il y en a de très belles et ça donne aussi une Ouais. bonne idée de ce qu'est l'armée, justement. Ah ouais, carrément. C'est ça. Et pour compléter du coup ce que tu disais Clément, en effet, moi je pense que d'un point de vue peinture, alors ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Parce que c'est quand même des armées qui sont populeuses. Donc ça, il faut pas le négliger. Ça va demander de faire plus de figurines que, j'en sais rien, moi, si on fait de l'Uruk ou de l'Ogor ou du Stormcast. Évidemment, il y aura plus de figurines. Maintenant, c'est des figurines qui ont aussi l'avantage d'être du zombie, du squelette. C'est sale. Si ça déborde un petit peu, si c'est fait à la contraste un peu vite, eh ben c'est pas grave. Ça passe parce que de toute façon, c'est dégueu, un zombie. Un squelette, c'est pas propre non plus. Donc, pour commencer la peinture, certes, il va falloir en faire plus pour avoir une armée, mais par contre, c'est assez accessible. On peut faire de la peinture facile dessus. Et du coup, étant donné que c'est permissif, ça veut dire que si on est un peu moins à l'aise avec le pinceau, qu'on déborde un peu plus, qu'on sait pas trop comment penser sa figurine, eh ben c'est pas grave, on va aussi facilement pouvoir le faire comme tu disais, avec du brossage à sec et de la contraste, ça va partir très bien. Il y a Hydron Studio qui dit pour avoir une bonne cohésion d'armée en peinture, 2 ou 3 OSL simples dessus, ça donne du charme au côté populeux, c'est vrai, ça peut être fait comme ça aussi. Et des OSL au début, dans un premier temps, ça peut être fait de manière assez basique avec du brossage à sec bien placé, ou même des petits jus de contraste. Bref, c'est quelque chose qui permet d'apprendre et de tenter des choses de manière assez simple sans trop se prendre la tête. Et par contre, ça, on ne veut pas du tout le voir sur le chat. Je sais pas comment on le supprime. Oui, Keycord. Oui, pour complètement un noob comme moi, OSL, ça veut dire quoi? Alors OSL, ça veut dire. Tu veux trouver plusieurs définitions. C'est un acronyme qui veut dire Object Source of Light. Tu peux le trouver aussi sur Other Source of Light. C'est en fait tout simplement une lumière qui est différente de ta lumière principale et qui va être une lumière orientée, souvent colorée, et qui va éclairer une partie de ta figurine pour indiquer qu'il y a un feu, qu'il y a je sais pas, un sort, quelque chose comme ça qui vient d'ailleurs et qui du coup donne une couleur différente à une partie de ta figurine. Voilà, pour refaire ressortir un élément de la figurine, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement, ouais. Par exemple, quand tu vois un squelette, tu sais, qui est animé par un sort et qui a les yeux luminescents, c'est un OSL. Ok. Là, pour le coup, tu vois, je connais pas, donc du coup,
Une précision, voilà, effectivement. Yep. Alors, juste avant que tu recontinues, du coup, Clément, je vais lire le chat. Ouais, il y a un petit peu de messages. Tac. Scarlix, donne-moi les pouvoirs et je bannis tout le monde. Bah, je suis pas sûr que ça soit trop ce qu'on cherche non plus, merci. Idran qui dit là, dans mon cas d'exemple, c'est envisager des petites lumières type torche ou pour avoir une armée nocturne. Oui, tout à fait. Là, on peut du coup envisager sur les squelettes, ça fonctionne très bien. Enfin, sur l'armée contre vampire, ça fonctionne très bien. Avoir un côté de la figurine qui est assez sombre et l'autre côté qui est plus lumineux avec une couleur type rouge orangé, et ça fonctionne très bien pour avoir comment dire, une ambiance nocturne et qui fait une bonne cohésion d'armée. On a Ben Illustrateur qui nous dit ton perso est un magicien qui a une flamme dans sa main. Je peux faire un instant pub là pour vous deux, là, à Marco et Guillaume, parce que sur vos chaînes respectives, il y a des très bons tutos peinture sur le sujet. Voilà. Bien placé. Notre beau geste. Pas décisif comme ça se refuse pas. Voilà. D'ailleurs, j'ai peint les squelettes. J'ai fait un tuto sur ces squelettes-là. C'est vrai que tu as fait un tuto sur les squelettes de Carpentier, ouais, tout à fait. Exactement. Voilà, page pub fermée. Jamais content, Scarlix. Non, pas là, non. Bon, vas-y Clément, vas-y, je te laisse continuer sur ton il nous reste 2 armées du coup. Ouais. On va passer côté chaos. Alors côté chaos, c'était un peu plus compliqué, je trouvais que c'était Attends, est-ce qu'on peut faire un petit jeu? On essaye de deviner ce que t'as lu. Est-ce que tu penses savoir? Bah alors Guillaume le sait lui, donc il peut pas jouer. Mais vous pouvez essayer de deviner. Moi, je pense que t'as peut-être mis Nurgle. Ok. Ah, Ben Illustrator qui nous dit Zinch. Et toi, Kikant, tu penses qui? J'aurais pris Zinch aussi parce qu'il y a des très belles choses. Dites-nous dans le chat, avant que tu dises, allez, dites-nous dans le chat ce que vous pensez pour le chaos. Ou alors les cornes, les berserkers de cornes aussi. Les cornes. Moi, je donne mes arguments, j'aurais dit Nurgle parce que 1, c'est facile à peindre aussi. C'est vrai. 2, je pense que c'est pas super cher. Enfin, les starts collectifs sont plutôt pas mal. 3, il vient d'avoir un nouveau Battle Tome et ils sont assez puissants. Donc tu t'es pas à la dèche. Et 4, je pense qu'ils sont super fun à jouer. Et moi je pense aux corneux, parce que les corneux, les berserkers de cornes et tout sont assez simples à peindre et aussi à trouver, je trouve. Voilà. Écoutez, vous avez fait tout le taf, les gars. Moi, Alors, il y en a quelqu'un qui me dit tu détestes pas Nurgle, Marco. Alors oui, je vais être franc, oui, je les trouve moches. Enfin, t'aimes pas l'esthétique. J'aime pas les méchants. Donc, partant de ce concept-là, c'est compliqué. Et donc, du coup, voilà, c'est pas mon délire. Je les trouve un peu dégueux, surtout les grands oncles et tout là, ils sont vraiment dégueux. C'est trop beau. Mais par contre, voilà, j'ai rien contre. Enfin, après, je les jouerai pas moi. Maintenant, si on doit choisir une armée avec les critères qu'on a dit tout à l'heure, je pense que c'est celle qui remet bien. Et le seul truc qui pourrait me faire jouer Nurgle, que je trouve assez marrant, c'est cette gestion des maladies. Et je pense que c'est un gameplay. C'est un nouveau gameplay assez intéressant. Écoute, je pense qu'on va passer dessus. Les joueurs n'ont pas trop envie de deviner. Alors. Yes. On y va, et alors qui avait raison? Là, on a quand même, heureusement, parce que je veux pas dire, mais là, parmi ceux qui ont répondu, on le sait, il y a des nouveaux, on le sait. Et on voit que les nouveaux, ils sont quand même, ils jouent un peu plus le jeu. Moi, je dis, on a une team de Carlix, il a répondu aussi Nurgle. Non, il y en a plusieurs qui ont répondu. Après, peut-être que les gens, ils sont en train de peindre en même temps et qu'ils peuvent pas répondre. Peut-être bien. Mais du coup, la réponse... Et là, c'était du Zinch que j'ai choisi pour débuter. Bon, bah, je me suis trompé. Ah, et Skaven qui a été proposé aussi par Flint, c'est Skaven pouvait être un bon choix aussi. Et en vrai, j'ai eu un peu plus de mal côté KO, parce que je pense qu'il y a plusieurs bons choix. J'ai choisi Zinch pour plusieurs raisons. Alors déjà, côté figurine, je trouve que tu as moyen... En fait, pour moi, tu as une bonne courbe de progression. Tu as pas mal de figurines qui sont, je pense, assez faciles à peindre avec du brossage à sec et du contraste. Je pense pas mal à tout ce qui est démons, les horreurs, les flamers, etc. Voire même comment il s'appelle le Lord of Change, donc le grand piaf, là. C'est, je pense, des unités que tu peux avoir un bon rendu, pas trop dégueu. Après, tu peux partir plus loin parce que tu as des unités qui vont avoir de la peau, etc. Et
par contre, tu peux t'éclater vraiment en termes de couleurs. Ça peut être assez fun. En termes de prix, encore une fois, c'est une armée KO. Il y a beaucoup de démons, ça date un peu d'anciennes armées. Vous pouvez les avoir pour pas cher. Enfin, pour pas cher, en occasion, on va dire. Il y a des starters qui existent aussi. Vous pouvez, en termes de jeu, être assez balèze parce que c'est quand même très sympathique en termes de jeu. Petit défaut, peut-être, c'est peut-être plus compliqué à prendre en main en termes de débutants, mais à mon avis, vous avez aussi une bonne marge de progression. Par contre, c'est une armée qui va jouer majoritairement autour de la magie. Beaucoup de magie, un petit peu de tir, enfin un petit peu de tir, non, il y a aussi pas mal de tir en fait. Et par contre, le CAC va être un truc qui met une petite lacune, mais vous avez ce qu'il faut pour gérer ça. Pour tanker un peu, ouais. Pour tanker un peu. J'ai eu un peu de mal à choisir parce qu'effectivement, tu vois, Marco, t'as fait une très bonne description de Nurgle. Nurgle, je trouve que le défaut, c'est que y a plus qu'un seul start collecting qui existe. Par contre, effectivement, c'est un BT qui est tout récent. Aujourd'hui, pour se lancer dedans, c'est pas mal aussi. Dans le chat, on a Flint qui va nous donner aussi Skaven, qui est une très vieille armée, donc vous allez trouver pas mal de choses en occasion, assez facile à peindre parce que ça reste du rat. Un BT qui est assez complet. En fait, dans le chaos, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez même partir sur du démon général de chaos et choper un peu tout plein de démons. Vous avez un Be'lakor qui est magnifique en termes de figurines. Vous pouvez jouer un peu sur différents trucs. Vous avez du choix. J'ai choisi Tzeentch, mais je pense que j'ai choisi juste à mes goûts perso plus qu'autre chose. Je crois qu'il s'appelle Archaon. Là, ouais, Archaon, vous pouvez le jouer dans toutes les armées. Voilà, donc ils ont pas mal de belles figues au final. Voilà, vous avez vraiment de quoi faire des très jolis... Alors ouais, Archaon est de base dans les Slaves to Darkness, mais il est jouable dans toutes les allégeances du chaos, donc des grands dieux en tout cas, de sûr. Et puis les Slaves to Darkness sont faciles finalement à trouver... que ce soit dans les games ou dans les gammes à côté, pour faire des counters assez facilement aussi. C'est vrai que vous avez ça, vous pouvez aussi choper du Warcry, qui vous donnera des figurines avec un style un peu plus particulier si vous avez une armée du chaos avec un certain style. Il y a pas mal de choix. Niveau chaos, en vrai, il y avait quand même beaucoup de choix. J'ai choisi celui-là, je pense aussi parce que je kiffe bien l'armée, malgré tout. Ça non, j'ai déjà un pote qui l'a complet. J'ai un pote qui fait tout le chaos, donc en fait, je sais que j'ai rien à acheter niveau chaos. J'ai un pote qui les joue tous. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est ton armée à toi. Ouais, je le laisse très bien gérer ça. Moi, j'ai pu acheter d'autres choses. Franchement, là-dessus, sur la partie KO, je rejoins à 100%, et tu le sais, hein, Clément, on en a parlé justement. Je rejoins à 100% Marco pour tout ce qu'il a dit en fait, pour la même raison que par exemple quand on veut peindre de la death et qu'on part sur du zombie ou du squelette, Nurgle, c'est du crado, c'est du dégueulasse, donc du coup en fait on va barbouiller ses figurines au début, mais c'est pas grave, en fait ça va très bien passer, alors que Tzeentch en fait ça va être un gros délire peinture, mais je pense qu'il faut quand même déjà avoir un petit niveau pour que ça soit un petit peu plus sympa, notamment parce que en fait il y a une multitude de couleurs dans cette armée, et donc du coup arriver à trouver des cohérences et des schémas qui soient harmonieux, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Sur Nurgle, pour le coup c'est vachement plus simple, c'est du crado, c'est du dégueu, et en plus de ça, comme le disait très justement Marco, et je pense que c'est assez important de le noter, le BT a été refait très récemment, donc ça veut dire qu'on sera pas du tout à la bourre sur l'armée, alors que Tzeentch, comme tu le dis, ça fait quand même un moment, donc quand est-ce que ça va ressortir? Est-ce que du coup si on se lance maintenant là-dessus, on va pas se faire une armée qu'il faut changer dans 3 mois? Je sais pas. Nurgle, au moins t'es peinard. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, en termes de jeu, je pense que c'est pas forcément... C'est assez particulier à jouer, Nurgle. Je pense que ça peut performer, mais ça va être assez particulier à jouer. Franchement, on s'est entraîné avec le Covid, et bing, une vague Omicron, et bing, une vague Delta, bam, là c'est pareil, tu vois, tu mets des petits marqueurs. Et franchement, c'est assez marrant. Alors c'est assez marrant, mais faut accepter entre guillemets de se dire que tu vas jamais quasiment rien faire au corps à corps. En fait, tout va se jouer sur ta magie et le fait que tu sois ultra résistant. Donc c'est entre guillemets permissif parce que tes mecs qui tankent comme des chars d'assaut, tous, même les plus petits, en fait tu vas te dire c'est pas grave, une erreur ça peut se rattraper. Par contre derrière ça peut avoir ce côté frustrant de pas avoir l'impression de pouvoir impacter, tu vois, t'as pas ton unité qui va foncer sur un truc et l'atomiser complètement, tu vas pas avoir de grosses phases de tir. C'est assez particulier je trouve comme jeu, c'est peut-être la raison principale pour laquelle je l'ai pas mis, mais effectivement toutes les autres conditions ils les respectent. Après ce qu'on disait quasiment dans le chaos, ils peuvent tous marcher autant que ce soit en tant que peinture, en tant que collection de figues ou autre. Il y en a beaucoup qui fonctionnent bien. Je trouve qu'en tant que peinture, ceux-là ils sont quand même un peu plus complexes.
Alors plus complexe mais plus libre. Non mais en fait ça dépend. Les figues, hein. Celles qui sont affichées là, c'est pas si facile que ça. Non, pas toutes les figues, c'est ce que je précisais. Tout ce qui est démon sera mieux pour commencer. Et après, tu auras, on va dire, une courbe de progression quand tu voudras aller sur du coup, c'est les figurines qui sont un peu plus affichées là. Ouais. Je vais juste faire une aparté sur les Nurgle. Je vous ai mis le lien au Discord de Entrejeux Studio. Et je vous ai mis dans la partie Wargame un Nurgle que j'avais fait quand j'avais repris la peinture. Et pour que vous ayez un exemple de ce qu'on peut faire rapidement. Et là, Guillaume, il va dire putain, Marco, j'ai peint ça en moins d'une demi-heure. Donc c'est pas dans mon style habituel. Et je vais juste vous dire, la technique pour peindre ça, ça a été une sous-couche blanc. Et j'ai fait, en fait, c'est quasiment que du séchage. J'ai fait un mélange, enfin, j'ai mis, tu sais, l'encre verte Atomic Camo Shade. Et en fait, je l'ai passé une première fois, je l'ai laissé sécher, je l'ai passé une deuxième fois, j'ai laissé sécher, je l'ai passé une troisième fois. Et ça a fait toute la peau du Nurgle. Après, j'ai repris en rouge quelques trucs, en blanc quelques trucs. Enfin, tu vois, les dents en blanc, le rouge en dessous. Et en fait, tu as un pot spécial dégouli Nurgle, là, je sais plus quoi. Je crois que ça s'appelle Nurgle Rot. Oui. Voilà. Et du coup, ça a fait ma fille tout seul, quoi. Et j'en ai eu pour une demi-heure. Et Dieu inventa la contraste. Mais ça marche aussi bien avec de l'encre. Et l'épée, c'est pareil. 3 passages de Agrax Earthshade et ça m'a fait l'épée tout seul. Donc ça, c'était un pote quand j'avais repris la peinture il y a 3-4 ans qui m'avait filé 10 Nurgle à peindre et je les avais fait comme ça. Non, mais c'est clair, hein, c'est une armée sur Nurgle, tu peux te faire plaisir assez facilement. Et vu qu'ils viennent d'être faits, bah, il n'y a pas de quoi se priver. Maintenant, c'est vrai que Zinj, pour ceux qui savent déjà peindre mais qui veulent se lancer dans AOS, je trouve que c'est un très gros délire. Et je vais pas vous mentir. Mais un jour, ça pourrait me titiller. Allez, on passe à la dernière armée, Clément. Alors, dernière armée côté destruction. Juste un petit commentaire. Tu veux bien faire, Guillaume? Des news de l'équivalent chez Army Painter. Donc toi qui les as testés, si tu veux en parler vite fait, c'est une question qui est sur le chat. L'équivalent contraste. Alors, parce que là on est vraiment en train de déborder, donc je vais faire très succinct parce que en plus de ça c'est des choses que je vais présenter sur ma chaîne, et donc pour les présenter sur ma chaîne je vais les tester plus en profondeur. Donc là à ce moment là je pourrais vraiment en parler. Pour l'instant la seule chose que je peux dire c'est que j'ai testé les 3 pots qu'ils m'avaient envoyé pour tester, à savoir du gris foncé, du bleu et du marron, qui était par exemple le marron c'était l'équivalent de la Wildwood hein, chez la Game Contrast, et honnêtement j'ai été plutôt très agréablement surpris de ces speed paint. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. J'ai reçu le pack et je vais faire au moins 3 vidéos sur la chaîne à propos de ça. Je vais faire une première vidéo avec un unboxing et puis on va voir un petit peu les couleurs que c'est. Ensuite on fera une armée ou une team peinte entièrement avec ça, et puis on fera un comparatif sur versus la contraste. Donc on pourra en parler plus en détail plus tard. Pour l'instant je n'ai pu en tester que 3, mais c'est plutôt positif pour l'instant à voir sur l'ensemble de la gamme. Voilà. Et si les news c'était plutôt quand est-ce que ça sort, à quel prix, tout ça, ils vont sortir 2 packs, ils vont sortir le starter où il y aura quelques pots, peut-être 9 ou 10, quelque chose comme ça. En février. Ils vont sortir la big box où là il y aura tous les pots, donc il y a 22 pots je crois, quelque chose comme ça, et un pot de médium. Et là pour le coup il y a toute la gamme, et là c'est en mars, et celle-ci elle est à $99 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà pour le retour très succinct. Maintenant il faudra attendre que j'ai fini de les tester pour pouvoir en dire plus. Ok. Est-ce que vous voulez deviner? T'aurais pu dire oui ou non. Merci Scarlix. On va vraiment finir par te recruter. Ce serait cool. Est-ce que vous voulez deviner l'armée Orruk? Bah non, je l'ai dit. Hop, let's go. Ah les gars, c'est magnifique. Non, mais il a fait exprès, je pense. Pas du tout. Non, clairement pas du tout. C'est Xero qui vient passer des bah destruction du coup, non? C'est ça que... C'est ça la réponse? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on se demande déjà? Bon, j'ai choisi Orruk, voilà, il n'y a pas grand choix en même temps côté destruction, c'est un peu comme la Death, il y a très peu de choix en termes d'armée. On avait les géants. On a les géants, donc les Sons of Behemoth, mais là on a un tarif important, des grosses figurines, même s'il paraît que c'est rapide à peindre, c'est quand même long. C'est en termes de jeu, c'est pas hyper intéressant, même si c'est très performant. À côté de ça, on a les ogres, donc les ogres qui peuvent être pas trop mal parce que t'as pas mal de possibilités en rachat, en revente, on va dire, de trouver des figurines. Par contre, c'est beaucoup de pots à peindre.
Même si tu peux quand même avoir pas mal de montures, c'est sympa, hein, attention, je dis pas le contraire, mais c'était moins intéressant. Et l'autre choix c'était les gobelins. Et les gobelins. Non, les gobelins, je les mettrais un petit peu en dessous de ce que peuvent faire les Oruk en termes d'achat, de peinture, de performance, etc. Donc, j'ai choisi les Oruk, donc Oruk Warclan qui combine de. Il y a 4 au total, du coup. Il n'y en a que 4. Ah, bah, ce serait ouais, il y en a très peu. En fait, il y en a 4, mais en fait, parmi les 4, tu as 2 Battletomes, donc les Oruk et les Ogres, qui combinent plusieurs allégeances différentes. Parce que les Ogres, tu peux avoir les Ogres à pied, les Ogres sur monture, ou le mix des deux. Et côté Oruk, tu as du coup les Cruel Boys, les Iron Joe, les Fracassos et la Big Wag. C'est quand même plusieurs façons différentes de jouer différentes armées. Ça permet tout au tout, hein, il faut bien le préciser. C'est pas juste on a mis des noms pour faire plaisir. Enfin, tu joues les Fracassos versus les Mâche-Fer versus les Cruel Boys, ça n'a rien à voir. Et ça n'a vraiment, la Big Wag, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, il y a ça a des vraies différences. En fait, la Big Wag permet de prendre un peu les talents de chacun. Et après, t'as donc chacun qui va avoir son truc. Les Cruel Boys vont être beaucoup plus sournois, beaucoup plus joués sur du tir. Les Iron Joe vont être extrêmement brutaux et venir rapidement corps à corps pour tabasser. Et les Fracassos, eux, vont plus être sur de la grosse masse et un peu naze, on va pas se mytho. Donc en termes d'achat, je pense que c'est l'une de celles qui n'est pas chère non plus, parce que vous avez déjà Dominion qui vous permet d'aujourd'hui d'avoir une armée Oruk, donc j'ai dit tout à l'heure pour les Stormcast, mais ça marche aussi pour eux avec les Cruel Boys. Vous avez aussi des Start Collecting, par exemple Iron Joe, vous pouvez vous faire des mix pour faire de la Big Wag. En termes de peinture, je trouve que c'est plutôt ok, c'est peut-être le plus simple. Je sais pas si c'est forcément. Je pense que sur tous ceux qu'on a présentés ce soir, c'est peut-être pas les plus simples, mais en tout cas en termes de destruction, ça doit être les plus simples à peindre. Tu peux bien y aller avec du contraste, ça fonctionne. Vous avez qu'à regarder ce que Tigurius a fait avec toute son armée. Il l'a peint à une vitesse incroyable et c'est très quali. Il l'avait jamais peint. Et il a commencé avec ça, donc c'est extrêmement... voilà, ça donne... ça montre un peu que c'est jouable sans avoir de grandes connaissances peinture pour faire quelque chose de propre. Donc niveau peinture, c'est ok. Puis vous avez aussi cette échelle, on va dire, de se dire, bah, vous pouvez monter plus haut et faire des trucs un peu plus travaillés. Vous pouvez trouver donc les figurines pas chères. En termes de performance et de prise en main, déjà le Battletome vient de sortir, c'est sûr que c'est un Battletome V3, c'est l'un des 3 seuls d'ailleurs qui est sorti, donc c'est plutôt cool là-dessus. C'est pas ultra compliqué à prendre en main, c'est assez fun. Vous avez différentes façons de jouer selon si vous voulez jouer Cruel Boys, Iron Joe, Big Wag et Fracassos si vous aimez souffrir. Et après, en termes de performance, c'est plutôt fort. Vous avez aussi du choix, vous pouvez jouer sur toutes les phases, un peu comme les Séraphons qu'on a dit tout à l'heure. C'est sûr que vous allez avoir de la magie, du corps à corps, du tir. Tout va très bien se passer, vous avez du monstre aussi, c'est très très important, c'est vrai qu'on n'a pas trop précisé pour les autres armées, mais c'était aussi un peu le cas. Donc ça a été mon choix, on va dire, pour l'armée destruction, je pense aujourd'hui qu'il reste l'un des choix les plus faciles à faire. Je pense qu'il y a peut-être débat avec, je dirais, avec les Ogres. Pour moi, en tout cas en termes de peinture, parce que on va pas se mentir, les orques, même s'il y a des choses qui sont possibles à faire à la contraste, hein, évidemment il y a toujours des choses qui sont possibles à faire avec la contraste, mais on est sur quand même du moins sale, du moins brouillon que un zombie ou qu'un squelette, et donc du coup ça peut tout de suite être un tout petit peu plus compliqué, donc du coup ça peut prendre un peu plus de temps, et malgré tout c'est quand même des armées qui sont, on va dire, plutôt dans la moyenne haute en termes de nombre d'unités. C'est pas vraiment de l'élite, alors à part si on part sur du Mâche-Fer, mais par exemple si on joue comme moi Cruel Boys, là on est plus sur du nombre, et donc du coup il faut se farcir tous les Hobgrottes, il faut se farcir tous les éventreurs, et puis les embrocheurs sont pas forcément hyper simples à peindre non plus. Enfin, tu vois, il y a quand même une certaine complexité un petit peu plus importante dans la peinture, alors que pour les Ogres, en effet, on pourrait partir du principe que il y a une grande zone de peau, donc on peut faire ça à la contraste, et ensuite il y a le pantalon, tu fais ça pareil à la contraste, ça passe très bien. C'est des grandes zones, donc ça sera pas hyper propre, mais c'est peut-être plus abordable quand même. Maintenant, c'est vrai que les Ogres,
Moi, le problème que je vois, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent que le BT pourrait ressortir d'ici pas trop longtemps. Donc du coup, se lancer dessus maintenant et acheter des trucs qui potentiellement seraient obsolètes assez rapidement, c'est un petit peu gênant. Est-ce que du coup, le prochain BT, s'il ressort, il sera plus calé sur du piéton ou plutôt sur de l'Ogre monté avec les Manfang Pack? On sait pas, donc du coup, acheter tout de suite, c'est un peu pénible. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'Ogre, vu que c'est une vieille armée, qui sont disponibles en occasion, donc ça c'est assez facile à trouver. En occasion des Cruel Boys, il va y en avoir moins. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. Je pense qu'il y a débat avec les Ogre. En plus, les Ogre restent une armée qui est assez sympa à jouer, de ce que j'ai cru comprendre. Donc du coup, ça me semble être intéressant aussi. Voilà, je pense qu'il y aurait le débat entre les deux. Maintenant, je joue Cruel Boy. Je vais pas dire qu'il faut pas prendre de l'orc. Le mec est mouillé, il est dans le truc, faites attention. De quoi? C'est dans le truc, faut faire attention, il fait semblant de vous vendre de l'Orook pour pas qu'il y ait trop de monde, enfin semblant de vous faire de l'ogre pour pas qu'il y ait trop de monde dans l'Orook. Cela dit, j'ai aussi des ogres, donc... C'est vrai, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. En même temps, t'as du tout entre l'armée. C'est cool, ça laisse quand même déjà pas mal de choix, hein, si on suit tout ce qu'on a pu se dire là, au cours de cette émission. Là, on arrive à la fin, donc on va terminer là-dessus. On a juste Tigurius qui nous dit: bonsoir, j'arrive et je réponds à la question. Faut prendre les Uruk Warclan avec des mots crochards. Oui. Et c'est évidemment le plus simple, hein, un énorme dragon monté. D'ailleurs, j'en profite qu'il y ait Tigurius dans le chat. Je viens de t'envoyer un truc sur Discord. Apparemment, Godroliostro n'a pas en fait accès à la partie Wargame sur le Discord. Et j'ai l'impression que c'est tous les nouveaux qui sont pas automatiquement... ils n'ont pas automatiquement les accès. Donc si tu peux choisir des rôles. Tu peux choisir des rôles normalement quand tu arrives. Tu choisis là où tu veux faire ce que tu veux voir. Bah normalement, enfin ça on les avait enlevés. Qui nous a follow. Donc logiquement non. Et merci beaucoup pour le follow. Yes. Kirsak. Bon bah écoutez les copains, je pense qu'on a là c'était super intéressant. Là on a quand même pas mal déblayé sur comment débuter dans chacun des jeux. Ça donne pas mal d'idées, ça donne pas mal de possibilités, les avantages, les inconvénients de chacune des teams, des factions, des armées qu'on a pu voir. Donc n'hésitez pas à nous dire, hein, dans le chat, n'hésitez pas à réagir. Donc sur tout ce qu'on s'est dit, la présentation, le format plus présentation de personnages que nous a fait Marco, tout ce qu'on a pu vous dire, tout ça, n'hésitez pas à réagir aussi dans le forum Wargame pour ceux qui y ont accès du coup sur le Discord d'Entrejeux Studio. Comme ça nous permet, toujours pareil, hein, on est toujours très intéressé d'avoir vos retours sur les émissions pour implémenter d'éventuelles nouvelles choses dans les prochaines. Donc j'espère qu'en tout cas cette émission vous a plu et que si vous étiez en train de vous demander comment vous alliez pouvoir dépenser tout votre argent dont vous ne savez pas quoi faire, et bien maintenant on a pu vous donner des pistes pour aller claquer de la tunasse. Et ouais mon gars. Ensuite du coup, avant de partir, quel est le programme? J'ai encore pas fait mes devoirs. Est-ce que quelqu'un sait quel est le programme? Je crois que cette semaine il n'y a pas d'autres live, donc il me semble que là pour le coup c'est rendez-vous la semaine prochaine pour dans 10 ans. C'est ça exactement. Alors je suis juste en train de checker. Tac. Non, ouais, il n'y a pas d'autres. Ah si, si, je dis une bêtise. Rapport de bataille demain, Clément, ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Ok, c'était pas en live. C'est une erreur. Non, c'est une erreur. Merci Flint. Et merci Flint. Yeah, merci Flint H. Et donc du coup, ce sera rendez-vous la semaine prochaine, puisque si c'est pas une nouvelle erreur dans le planning, logiquement il y a une Ludic Squad mercredi. C'était encore à valider, mais a priori il y a une Ludic Squad, donc rendez-vous la semaine prochaine. Pour nous du coup ce sera rendez-vous dans 2 semaines, puisque pour ceux qui débarquent aujourd'hui, et merci à Floyd66 qui nous rejoint aussi. Donc pour tous ceux qui nous découvrent ce soir, Entre deux guerres, c'est une émission dédiée à tout l'univers du wargame et de la figurine. On se donne donc rendez-vous jeudi dans 2 semaines, puisque c'est une émission
tous les 2 jeudis. De temps en temps, on alterne aussi avec des petits live peinture, des tournois, bref, on essaie de vous concocter de plus en plus de choses autour de l'univers du wargame. Et bien décidément, ça n'arrête pas. Merci tous. C'est cool, franchement, merci à tous. Ouais, C'est top. franchement, là, ça rebooste l'émission, quoi. Nous sommes gâtés ce soir. Eh bien, écoutez, là-dessus, on va se dire les petits mots de la fin, et je vois que Marco avait envie de parler, donc c'est à toi. Une dernière petite chose, là, on parle de Marvel Zombie, c'est Tigarius qui lance le sujet. Bah déjà, chez Scarlix, au cinéma, t'as des gens qui viennent récupérer les anciennes voitures et tout. Bah lui, il est connu pour que n'importe quel jeu, tu vas chez lui, il y est. Donc c'est sûr qu'il l'a. Et du coup, Marvel Zombie, c'est compliqué, je trouve. La campagne coûte assez cher. Voilà, je donne juste mon avis rapidement. Mais les figurines sont plutôt cool. Yes. Et si vous voulez en savoir plus un petit peu sur tout ce qui est jeu de plateau, tout ça, eh ben on a des émissions qui sont dédiées justement à la Ludic Squad et autres. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le planning, sur le Discord, sur Facebook, tout ça. Il y a le planning de toute façon des émissions. On les publie au fur et à mesure. Vous aurez toutes ces informations. Kikorn, ton petit mot de la fin ? Eh ben écoutez, moi je vous invite à jouer à tous les jeux qu'on a présentés et dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'ils sont tous bien, et puis voilà, et puis réussir vos critiques, vos jets de dés, et tout ça, et puis surtout amusez-vous. Yes. Ah ben voilà, je vois Ben Illustrator qui a déjà posté dans le salon Wargame, donc a priori il y a accès. Clément, ton mot de la fin ? Mon mot de la fin, ce sera je rappelle que demain matin, du coup, on a des petites reveals sur AOS, donc on va sans doute en parler dans le chat Wargame. Donc, si vous voulez venir en papoter avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, et je pense qu'on en reparlera lors du prochain live dans 2 semaines. Avec grand plaisir. Dépenser de la thune, oui ou non? La réponse est toujours oui à cette question. Tu penses, la question, c'est pas on va dépenser de la thune, oui ou non. C'est combien? On va dépenser de la thune, beaucoup ou pas. C'est pas pareil. La question, c'est que vous avez parlé des nains. Et parce qu'ils étaient dans le nouveau Battle Tome, est-ce que tu penses qu'il y aura des idonettes en même temps? Dans le Battle Tome? Non, mais tu auras sans doute un Battle Tome idonette qui pourrait être teasé aussi. Ça, on le savait déjà. Enfin, ouais, ça allait venir, quoi, tu vois. C'était ça, il n'y a pas de grande surprise, un peu comme le Battle Tome Fire Slayer. J'aurais pas beaucoup de thunes à dépenser demain. Et avec un peu de chance, tu pourrais avoir des nouvelles figurines, tu vois, on sait jamais. Justement. Ça T'inquiète pas, on en reparle demain matin. Yes. On en parle demain matin parce que là tout de suite maintenant le live va se terminer. Ne partez pas parce que on va voir Clément si tu peux nous trouver un petit raid à faire parce que d'habitude on s'y prend un peu au dernier moment et on trouve jamais, mais là vu qu'on y pense tant qu'à faire, autant le faire. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, c'était très cool ce soir, j'espère vous revoir nombreux au prochain live dans 2 semaines et peut-être même plus tôt sur la chaîne Entre Jeux comme je vous disais dès la semaine prochaine. Venez nous voir dans le Discord, on est là pour discuter, blablater, d'avoir donné nos avis, montrer des photos de peinture, tout ça, bref, on est des gens sympas, on aime tout le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre et moi je vous dis à très très vite sur Entre Deux Guerres. Ciao tout le monde. Ciao.